Elma est l'héritier de la famille Edvan, et aujourd'hui est enfin le jour où il va subir le rituel de la bénédiction divine, mais depuis qu'il est petit, chaque fois qu'il voit ou apprend quelque chose de nouveau, il ressent un étrange sentiment de déjà-vu, comme s'il l'avait vécu ailleurs auparavant, presque comme s'il avait joué à un jeu avec exactement le même scénario, mais peu importe à quel point il y réfléchit, il n'a jamais pu comprendre pourquoi. Alors qu'il s'apprête à commencer le rituel, son père remarque qu'il semble un peu nerveux, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter et d'avoir simplement foi en le dieu de l'épée. Le prêtre commence alors à psalmodier l'incantation du rituel, et alors qu'Elma écoute les mots, l'étrange sentiment de déjà-vu devient soudainement plus fort que jamais. D'un seul coup, d'innombrables souvenirs commencent à affluer dans son esprit, et il réalise enfin que ce n'était jamais un déjà-vu. Dans sa vie antérieure, il était un homme ordinaire qui jouait de manière obsessionnelle à un jeu en ligne en réalité virtuelle appelé Magic World, et ce monde est exactement le même que celui de ce jeu. En réalisant cela, Elma peut à peine contenir son excitation, car il sait pratiquement tout ce qu'il y a à savoir sur les classes, les compétences, les monstres, les donjons, les quêtes cachées et les équipements puissants de ce monde. Avec toutes ces connaissances, il est certain que son avenir est garanti d'être rempli de bonheur et de succès, et plus que tout, il espère recevoir sa classe préférée, le chevalier lourd, qui était largement considérée comme la classe la plus déséquilibrée de tout le jeu. Elle avait un début difficile comparé à la plupart des classes, mais une fois entièrement développée, il y avait très peu de classes dans le jeu qui pouvaient espérer rivaliser avec elle. Une fois le rituel terminé, Elma vérifie rapidement son statut, et il est ravi de constater qu'il a vraiment reçu la classe chevalier lourd. Incapable de contenir son excitation, il se précipite immédiatement pour annoncer la bonne nouvelle à son père, mais au lieu de le féliciter, son père a l'air profondément outré et déçu. Elma est complètement choquée par sa réaction, et après y avoir réfléchi un instant, il réalise qu'il a accidentellement mélangé ses souvenirs du jeu avec le sens commun de ce monde. Dans le jeu, le chevalier lourd était l'une des classes les plus fortes, si le joueur savait comment la construire correctement, mais dans ce monde, les gens ne jugent les classes que sur leur capacité de départ. Les classes simples et puissantes sont louées dès le début, tandis que les classes techniques qui nécessitent des années d'entraînement avant de révéler leur véritable potentiel sont considérées comme des déchets sans valeur. Paniquant, Elma essaie de mentir sur la classe qu'il a reçue, mais son père attrape fermement son poignet et vérifie lui-même son statut. Au moment où il voit la classe chevalier lourd et ses statistiques de départ peu impressionnantes, son expression devient furieuse. Elma essaie à la hâte d'expliquer certaines des forces de la classe et son potentiel futur, mais son père refuse d'écouter. Sa main se serre autour du poignet d'Elma comme un étau avant de le frapper soudainement au visage. L'impact envoie Elma s'écraser sur le sol en pierre tandis que la douleur parcourt son corps. Son père dit froidement qu'il a gâché la bénédiction divine et qu'il est seulement soulagé que le rituel n'ait pas eu lieu en public, car cela aurait apporté un grand déshonneur à la famille Edvan. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, des bruits de pas résonnent soudainement dans le couloir alors que quelqu'un entre dans la pièce. Il s'avère que c'est Malice, la fille de la branche cadette de la famille Edvan, et Elma la reconnaît car, quand ils étaient enfants, elle et lui jouaient souvent ensemble, mais en grandissant, la différence de statut les a éloignés, et ils ne se sont pas parlé depuis 5 ans. Elma a immédiatement un mauvais pressentiment en la voyant, mais il ne peut rien faire d'autre que de rester là et regarder. Malice demande à subir la bénédiction divine elle aussi, et le prêtre hésite, car le rituel n'était préparé que pour Elma, mais le père d'Elma l'interrompt et lui ordonne de continuer. Une fois le rituel terminé, Malice vérifie son statut et découvre qu'elle a reçu la classe maître escrimeur, la classe la plus recherchée du royaume. Elle adresse à Elma un sourire suffisant, appréciant clairement le fait qu'elle ait reçu une classe considérée comme bien supérieure à la sienne, et le cœur d'Elma s'effondre, car la fille d'une branche cadette obtenant maître escrimeur alors que l'héritier principal n'a reçu que chevalier lourd est exactement le genre de chose qui humilierait son père et aggraverait son humeur. Cependant, il a sous-estimé la rapidité avec laquelle son père pouvait changer de cap, car au lieu de devenir encore plus en colère, son père commence à couvrir Malice d'éloges tout en ignorant complètement Elma, et avant peu, il annonce fièrement qu'à partir de ce jour, Malice deviendra sa fille et la nouvelle héritière de la famille Edvan. Entendre ces mots fait s'effondrer le cœur d'Elma, car si Malice devient la nouvelle héritière, qu'est-ce que cela signifie pour lui? Malice porte bien son nom ici, car elle continue de se moquer de lui, disant qu'elle a toujours cru qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour assumer le fardeau de devenir l'héritier de la famille Edvan. Elma reste là, complètement incrédule, tandis que son père le regarde froidement avant de décider officiellement de le bannir de la famille et de déclarer qu'il n'est plus son fils. Il le traite de déception et lui ordonne de quitter le manoir immédiatement, et Elma tente désespérément une dernière fois d'obtenir la reconnaissance de son père en promettant qu'il apportera un jour l'honneur à la famille, mais son père le coupe et lui dit que cette humiliation est exactement ce qu'il mérite. Il avertit Elma de ne plus jamais utiliser le nom de la famille Edvan, disant que s'il le fait jamais, il le fera exécuter personnellement. Elma reste là, complètement bouleversée, tandis que les nobles environnants se rangent silencieusement du côté de son père et le laissent complètement seul.
Avant de suivre le père d'Elma, Malice lui adresse un dernier sourire moqueur. Plus tard dans la journée, Elma est jetée hors du manoir avec seulement une petite bourse contenant quelques pièces pour l'aider à survivre. Alors qu'il s'éloigne sous la pluie battante, Malice l'observe silencieusement depuis l'une des fenêtres du manoir, appréciant visiblement le fait qu'elle a volé la position d'Elma dans la famille. Quelque temps plus tard, Elma arrive à Rondon, une ville animée remplie d'aventuriers espérant se faire un nom. La situation d'Elma est plutôt mauvaise en ce moment, et alors qu'il séjourne dans une petite auberge, il passe son temps à ruminer la trahison, l'humiliation et la souffrance que son père lui a infligée, à cause d'une classe. Malgré tout, il ne perd jamais foi en la classe chevalier lourd, car il sait mieux que quiconque à quel point elle peut devenir surpuissante. Après s'être calmé, il commence à comparer le monde qui l'entoure avec ses souvenirs du jeu et réalise rapidement que, bien que les classes, les compétences et les monstres soient exactement les mêmes, une grande partie de l'histoire, de la géographie, et même des villes du monde sont complètement différentes. Comme il ne peut plus se fier entièrement à ses souvenirs, il décide qu'il devra rechercher soigneusement ce monde au cours de ses voyages. Avant tout, cependant, il veut tester ses capacités par lui-même, car il serait vraiment en difficulté si la classe chevalier lourd n'était pas la même que dans ses souvenirs du jeu, mais heureusement, après avoir vérifié son arbre de compétences, il est soulagé de découvrir qu'aucune des compétences de chevalier lourd n'a changé par rapport au jeu. Il y a 3 façons principales d'investir les 5 points de compétences reçus au début, et ce n'est pas une exagération de dire que cette décision peut faire ou défaire votre carrière. Il y a la voie de l'armure lourde, le booster de défense, et l'escrime débutant. La voie de l'armure lourde est considérée comme la plus faible de toutes les compétences de chevalier lourd dans ce monde en raison de ses applications limitées. Le booster de défense ne fait pas grand-chose à part augmenter les statistiques de défense de l'utilisateur, et l'escrime débutant permet simplement d'utiliser des compétences d'épée dès le début. La plupart des gens qui obtenaient la classe chevalier lourd choisissaient l'escrime débutant, et certes, cela a ses avantages, mais ayant déjà joué cette classe auparavant, Elma sait exactement quel arbre de compétences offre les meilleures récompenses à long terme. Il sait que presque personne ne s'en tient à la voie de l'armure lourde assez longtemps pour découvrir sa vraie valeur, et c'est exactement pourquoi si peu de gens réalisent à quel point elle devient énormément puissante. Alors, sans hésitation, il investit tous ses points de compétences disponibles dans la voie de l'armure lourde. Ce faisant, il ressent immédiatement les effets de l'arbre de compétences sur son corps, et il gagne également la compétence réflexion du rempart, qui est exactement ce dont il a besoin en ce moment. Il achète ensuite l'équipement dont il aura besoin pour commencer son voyage en tant que chevalier lourd et se dirige vers la forêt pour commencer son premier combat. Alors qu'il marche à travers le paysage paisible, les magnifiques environs parviennent à lui enlever l'esprit tout ce qui s'est passé avec son père, ne serait-ce que pour un petit moment, mais finalement, il tombe sur un monstre grenouille caché dans les arbres appelé un rana. La grenouille bondit sur lui, alors il active réflexion du rempart, et alors que la grenouille s'écrase contre son bouclier, elle est repoussée et tuée sur le coup. Réflexion du rempart permet à Elma d'infliger des dégâts égaux à sa défense à toutes les cibles qui frappent son bouclier, et bien que cela ne fonctionne pas sur tous les types d'ennemis, contre un adversaire faible, c'est une mort instantanée. Il récupère la pierre magique du cadavre de la grenouille, et bien qu'elle ne vaille pas grand-chose, il décide de la garder au cas où il en aurait besoin plus tard. Alors que le combat vient de se terminer, il entend soudainement quelqu'un crier à l'aide quelque part plus profondément dans la forêt. Alors, sans perdre de temps, il se précipite vers le bruit et trouve un aventurier entouré de monstres. L'homme est choqué qu'Elma vienne réellement l'aider et lui demande immédiatement s'il peut vraiment gérer autant de monstres, se demandant s'il est un aventurier célèbre malgré son jeune âge. Elma nie rapidement et révèle avec désinvolture que c'est en fait sa toute première fois qu'il monte de niveau. L'aventurier s'exclame immédiatement qu'il est sans espoir et dit qu'il est impossible qu'un débutant complet puisse vaincre autant de monstres. Cependant, Elma n'est pas dérangée par son avertissement, car il comprend déjà exactement comment ces monstres de départ se comportent. Réflexion du rempart n'est pas une compétence imbattable, mais tant que la défense de l'utilisateur est assez élevée, elle devient incroyablement puissante, à tel point que, même contre une horde de monstres comme celle-ci, Elma n'a rien à craindre. L'aventurier dit désespérément à Elma de s'enfuir, mais Elma active calmement réflexion du rempart une fois de plus, et alors que les grenouilles s'écrasent contre son bouclier les unes après les autres, l'aventurier reste choqué alors qu'elles meurent toutes l'une après l'autre. Il n'a jamais vu quelqu'un vaincre autant de rana tout seul, alors il demande à Elma qui il est. Elma s'apprête à donner son nom complet, mais il se souvient alors de ce que son père a dit à propos de ne plus jamais utiliser le nom de famille, et franchement, il ne veut rien avoir à faire avec cette famille non plus, alors il se présente simplement comme Elma, le chevalier lourd. Le système annonce soudainement qu'Elma a gagné un niveau. En l'entendant, il ouvre immédiatement son écran de statut pour vérifier ses statistiques mises à jour. En les parcourant, il est satisfait de constater que son attaque et sa défense ont toutes deux augmenté de 5 points. Ce n'est pas une amélioration énorme, mais c'est suffisant pour lui faire sentir que tout son travail acharné commence enfin à porter ses fruits. À ce moment-là,
l'aventurier qu'Elma a secouru plus tôt s'approche de lui et se présente sous le nom d'Harris. Harris explique qu'il vient d'un petit village reculé et qu'il a quitté sa maison pour poursuivre son rêve de devenir aventurier. Cependant, Elma n'a aucun intérêt à entendre sa triste histoire. Avant qu'Harris ne puisse continuer, Elma se contente de se retourner et de commencer à s'éloigner. Malgré cela, Harris le suit et continue d'essayer de le remercier de lui avoir sauvé la vie. Elma lui dit de ne pas s'en faire parce qu'il ne l'a pas aidé en attendant quelque chose en retour. La seule chose qu'il demande, c'est la permission de garder les pierres magiques laissées par les monstres qu'ils ont vaincus. Harris n'a aucun problème avec cela et accepte immédiatement, disant qu'elles appartiennent de toute façon à Elma. Alors qu'il continue de marcher, Harris suggère qu'il devrait former un groupe une fois de retour en ville. Il suppose qu'Elma a probablement eu du mal parce que la classe de chevalier lourd a une si mauvaise réputation parmi les aventuriers. La plupart des gens la voient comme une classe faible et inutile, donc ils évitent généralement de recruter des chevaliers lourds dans leur groupe. Harris essaie de l'encourager en disant qu'une fois que tout le monde verra ce dont Elma est capable, les gens changeront rapidement d'avis. Il croit qu'Elma n'aura aucun mal à trouver un groupe s'il donne simplement aux autres la chance de voir ses véritables capacités. Malgré l'offre, Elma refuse sans hésitation. Au fond de lui, il sait qu'Harris n'a pas tort. La classe de chevalier lourd donne le meilleur d'elle-même lorsqu'elle combat aux côtés de coéquipiers parce que son but principal est de protéger les alliés et d'absorber les attaques ennemies. Cependant, il y a un problème majeur avec cette approche, s'il rejoint un groupe, il devra partager les points d'expérience qu'il gagne avec tous les autres. Comme il veut monter de niveau aussi rapidement que possible, partager l'expérience ne ferait que ralentir sa progression. Elma a déjà pris sa décision. Il est déterminé à prouver qu'un chevalier lourd peut devenir l'une des classes les plus fortes sans dépendre de personne d'autre. À cause de cet objectif, il sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre du temps ou de ralentir sa croissance. Alors que les deux continuent de se diriger vers la ville, Harris n'arrête pas de parler pendant tout le trajet. Il répète sans cesse à Elma qu'il n'atteindra jamais un haut niveau s'il passe tout son temps à chasser seul de faibles monstres Rana. Selon Harris, il n'y a pas d'avenir à farmer éternellement des monstres de bas niveau. Pendant qu'Harris continue de parler, Elma s'arrête soudainement net. Une étrange sensation le submerge, lui faisant réaliser que quelque chose les observe en secret. Il se retourne lentement et scrute attentivement les alentours, essayant de comprendre d'où vient cette présence. Sans aucun avertissement, un monstre araignée géant jaillit soudainement de sa cachette. L'énorme créature atterrit devant eux, bloquant leur chemin et faisant clairement comprendre qu'elle n'a pas l'intention de les laisser partir sans combattre. Elma active immédiatement sa compétence d'évaluation pour examiner le monstre. Après avoir vérifié ces informations, il réalise rapidement que le niveau de la créature est presque 2 fois plus élevé que le sien. La différence de force est si grande que ce combat pourrait facilement devenir une situation de vie ou de mort. Au moment où Harris voit l'araignée géante, il manque de se faire pipi dessus de peur. Pendant ce temps, au lieu de céder à la peur, Elma reste calme et commence immédiatement à réfléchir à une stratégie qui pourrait leur permettre de survivre. En étudiant le monstre plus attentivement, Elma découvre qu'il se cachait en utilisant une compétence appelée ramper rampant, lui permettant de dissimuler complètement sa présence jusqu'au moment parfait pour attaquer. Il remarque également que l'araignée possède plusieurs autres capacités dangereuses, y compris poison lent, qui peut affaiblir progressivement sa cible, et griffe flamboyante, une attaque puissante capable d'infliger des dégâts dévastateurs si elle touche. Elma réalise rapidement que sa compétence réflexion de rempart ne sera pas très utile contre ce monstre. La compétence ne reflète une attaque que si sa défense est au moins aussi élevée que la puissance de l'attaque qu'il reçoit. Comme l'araignée est beaucoup plus forte que lui, essayer de compter sur cette compétence en ce moment serait complètement inutile. Voyant à quel point la situation est devenue dangereuse, Harris commence à se blâmer de les avoir conduits dans ce pétrin. Bien qu'il tremble de peur, il rassemble son courage pour s'avancer et dit à Elma de courir pendant qu'il reste derrière pour retenir le monstre. Elma voit clairement qu'Harris est terrifié et à peine capable de tenir debout. Alors, il le dépasse calmement et lui dit de lui laisser le combat. Sans perdre une seconde de plus, Elma ouvre son écran de statut et décide d'investir chacun de ses points de statistiques restants dans la compétence serment de l'armure lourde. Dès qu'il y verse tous ses points, la compétence évolue et débloque une toute nouvelle capacité appelée désarmement. Cette nouvelle compétence réduit temporairement la statistique d'attaque d'un ennemi de 20% pendant exactement 1 minute à chaque fois qu'elle touche avec succès. Réalisant que c'est peut-être sa seule chance, Elma se précipite droit sur l'araignée. Il sait que c'est un combat extrêmement risqué, un combat où une seule erreur pourrait le tuer. Mais ce sont exactement ce genre de combat qui l'excite le plus. Le combat commence immédiatement, et malgré l'énorme écart de niveau, Elma parvient à tenir tête à l'araignée géante pendant un court instant. Même ainsi, il sait qu'il ne peut pas continuer à se défendre éternellement car le monstre est toujours beaucoup plus fort que lui. Soudain, l'araignée invoque un cercle magique puis tire un rayon empoisonné directement sur lui. Au lieu d'esquiver, Elma laisse intentionnellement l'attaque le toucher, ce qui fait paniquer Harris parce qu'il pense qu'Elma vient de jeter sa vie. Cependant, cela faisait partie du plan d'Elma depuis le début.
À l'instant où l'araignée baisse sa garde, Elma se précipite et la frappe avec sa compétence désarmement nouvellement acquise. Bien que l'attaque elle-même laisse à peine une égratignure sur le monstre, Elma sait que l'important est que la compétence a fait effet. L'attaque de l'araignée est désormais réduite de 20%. Furieuse que son attaque ait échoué, l'araignée active immédiatement sa compétence griffe flamboyante et envoie l'attaque sur Elma. Une énorme explosion éclate au moment où l'attaque touche, remplissant toute la zone de fumée et de débris. Observant à distance, Harris est convaincu que personne ne pourrait survivre à une attaque pareille. Alors qu'il commence à perdre espoir, Elma sort calmement de la fumée sans une seule blessure grave. Avant que l'araignée ne puisse réagir, Elma se précipite à nouveau et place un autre désarmement avec succès. Les effets se cumulent, réduisant désormais l'attaque de l'araignée de 40% au total. Voyant la baisse spectaculaire de la force du monstre, Elma ne peut s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis le début du combat, il réalise qu'il a réellement une chance de gagner. Furieuse que sa proie soit toujours debout, l'araignée géante pousse un cri strident avant de se précipiter pour une dernière attaque. Elle met tout ce qu'elle a dans une frappe désespérée, espérant achever Elma une fois pour toutes. Mais à la toute dernière seconde, Elma active sa compétence réflexion de rempart. Maintenant que l'attaque de l'araignée a été suffisamment affaiblie, les conditions de la compétence sont enfin remplies. L'attaque du monstre est reflétée contre lui avec une force terrible, infligeant assez de dégâts pour abattre l'araignée géante au sol et retourner complètement le combat en faveur d'Elma. Elma s'approche lentement de l'araignée géante alors qu'elle est au sol, son corps frémissant encore des dégâts qu'elle vient de subir. Sans lui laisser le temps de récupérer, il lève son arme et porte le coup final, tuant le monstre une fois pour toutes. Au moment où l'araignée meurt, son système s'illumine immédiatement de plusieurs notifications. Il annonce qu'Elma a atteint avec succès le niveau 12, gagné 4 points de compétences supplémentaires et débloqué plusieurs nouvelles compétences en récompense de sa montée de niveau. Avant même qu'Elma ait le temps de digérer tout cela, Harris court vers lui, complètement incrédule. Il n'arrive pas à croire qu'Elma ait réellement vaincu un monstre qui faisait près de 2 fois son niveau tout seul. Voir tout cela de ses propres yeux change complètement l'opinion d'Harris. Il réalise enfin qu'Elma n'a probablement pas besoin d'un groupe après tout et qu'il est plus que capable de devenir plus fort par lui-même. Malheureusement, le combat n'est pas complètement terminé pour Elma. Le poison de l'attaque antérieure de l'araignée commence enfin à faire effet, affaiblissant son corps à chaque seconde qui passe. Voyant son état, Harris fait tout ce qu'il peut pour le soutenir et le raccompagne en toute sécurité à la ville avant que le poison ne s'aggrave. Une fois enfin arrivé, les deux se séparent et Elma se dirige directement chez lui pour se reposer après un combat si épuisant. Sa sieste est loin d'être paisible, car il est encore hanté par les cauchemars du jour où il a été banni du palais royal. Le lendemain matin, Elma se rend à la guilde des aventuriers pour s'y enregistrer officiellement en tant qu'aventurier. Au moment où il franchit les portes principales, presque tout le monde à l'intérieur tourne son attention vers lui. Au début, ils sont impressionnés par l'allure imposante et intimidante de son armure. Cependant, dès qu'Elma révèle que sa classe est chevalier lourd, leurs avis changent immédiatement. Ils commencent à le mépriser, qualifiant sa classe d'inutile et le rejetant sans lui donner une chance de prouver sa valeur. Contrairement aux autres, la réceptionniste traite Elma avec respect. Elle enregistre calmement son inscription, reconnaît sa classe sans le juger et approuve sa carte de guilde. Elma est sincèrement heureux car, malgré l'avis de tous, il est enfin devenu un aventurier officiel. Cependant, il apprend rapidement qu'il commencera au rang le plus bas, le rang F. Grâce à ses connaissances du jeu, il sait que les aventuriers en dessous du rang E n'ont pas le droit de participer à des expéditions de donjons à moins qu'il n'y ait au moins un aventurier de rang E dans le groupe. En plus de cela, son rang actuel limite également le nombre de points de compétence qu'il peut investir dans sa compétence serment de l'armure lourde. Après avoir entendu tout cela, Elma réalise qu'atteindre le rang E aussi rapidement que possible est devenu l'une de ses plus hautes priorités. Espérant accélérer sa progression, Elma demande s'il existe des groupes recherchant de nouveaux membres. Essayant de ne pas le décourager, la réceptionniste explique poliment que les groupes ont généralement très peu de demandes pour les classes défensives comme les chevaliers lourds, donc il faudra peut-être du temps avant que quelqu'un l'accepte. Même si elle essaie d'adoucir l'explication, la raison réelle est évidente, la plupart des aventuriers méprisent simplement les chevaliers lourds de bas niveau et refusent de croire qu'ils peuvent apporter une contribution utile. L'ambiance à l'intérieur de la guilde change complètement lorsqu'Elma dépose un gros tas de pierres magiques sur le comptoir et demande à les échanger contre des récompenses. Tout le monde à proximité se tourne immédiatement pour regarder, incapable de croire ce qu'ils voient. Ils se mettent à chuchoter entre eux, convaincus qu'il est impossible qu'un chevalier lourd de niveau 12 ait pu collecter autant de noyaux de monstres. Honnêtement, certains l'accusent même de tricherie parce qu'ils trouvent cela tout simplement incroyable. Ignorant leurs accusations, Elma demande avec excitation à la réceptionniste s'il existe actuellement des quêtes de promotion disponibles qui pourraient l'aider à monter de rang plus rapidement. Elle lui dit timidement qu'il y a effectivement quelques quêtes qu'il peut entreprendre s'il est intéressé. Plus tard dans la nuit, la scène se déplace dans un cimetière sombre où plusieurs aventuriers expérimentés se sont rassemblés.
Ils sont tous là parce qu'ils ont l'intention de participer à une quête de raid spéciale qui a attiré beaucoup d'attention. Alors que tout le monde se prépare pour la mission, l'homme qui dirige le groupe prend soudainement Elma à part après avoir appris qu'il n'est qu'un chevalier lourd de niveau 12. Le méprisant, il dit à Elma qu'un raid dangereux comme celui-ci n'est pas une place pour un rookie inexpérimenté. Il refuse également de croire les rumeurs selon lesquelles Elma aurait vaincu l'araignée géante par lui-même. Convaincu qu'Elma a menti pour se donner l'air plus fort qu'il ne l'est réellement, l'homme déclare qu'il va lui donner une leçon pour avoir répandu de fausses histoires. Elma est dans un cimetière avec un groupe d'aventuriers quand l'un d'eux prend soudainement la parole et annonce qu'il a entendu dire qu'un clown avait rejoint la quête de raid. Gotham dit immédiatement à tout le monde que le clown est Elma, et il le prévient qu'il y a beaucoup de débutants comme lui qui sous-estiment les guildes et les monstres. Gotham souligne le fait qu'Elma aurait soi-disant tué un Arandip au niveau 12 et qualifie toute cette histoire de mensonge. Il dit à Elma que l'aventure n'est pas si facile et lui promet de lui donner une leçon. Elma pense que toute cette situation est nulle parce qu'il ne peut pas se permettre de rater cette quête de raid, puisque les quêtes de raid sont une occasion rare d'obtenir une promotion. Alors plutôt que de se disputer, il décide de dire à Gotham qu'il se réjouit de travailler avec lui. Gotham admet qu'il n'aime pas Elma, mais dit qu'il l'accepte pour l'instant. Sans perdre plus de temps, Gotham dit à Ti de commencer à fouiller la zone. Ti dégaine son épée, la fait tournoyer plusieurs fois et active une compétence appelée Recherche. Recherche est une compétence de détection rare qui permet à l'utilisateur de sentir les créatures à proximité, et elle est particulièrement rare chez les aventuriers de bas niveau. Au bout de quelques instants, Ti rapporte qu'il y a une horde d'environ 30 monstres à proximité. Gotham le félicite pour son bon travail, et Ti saisit immédiatement l'occasion pour se vanter de la qualité exceptionnelle de sa compétence. Il dit même qu'il espère que Gotham le récompensera par une promotion au rang A après le raid d'aujourd'hui. Ti tourne alors son attention vers Elma et lui dit que son comportement étrange à la guilde a suscité toutes sortes de rumeurs. Il dit que cela aurait été impressionnant si ne serait-ce que la moitié de ces rumeurs étaient vraies, mais malheureusement, Elma a hérité d'une classe défectueuse. Ti explique fièrement qu'il est un mage rouge, une classe avec de grandes capacités physiques qui peut également apprendre la magie offensive, les sorts de soins et une grande variété de magie de soutien. Elma le remercie pour son inquiétude mais répond calmement qu'il est parfaitement satisfait de sa propre classe et n'a aucune plainte à son sujet. Ti lui dit simplement de ne pas ralentir le reste de l'équipe avant de s'éloigner. Elma le regarde partir et pense en lui-même que la classe de chevalier lourd est simplement plus difficile à comprendre. À première vue, elle ne semble pas aussi spectaculaire que d'autres classes, et dans le jeu, les chevaliers lourds étaient souvent négligés parce qu'ils se concentraient sur la défense et le positionnement plutôt que sur les dégâts massifs. Cependant, ce monde n'est plus le jeu. Naturellement, la plupart des gens se tournent vers des classes plus faciles à utiliser et qui donnent des résultats immédiats, donc très peu de gens prennent la peine de maîtriser les classes plus techniques. Peu après, Gotham rassemble tout le monde pour expliquer le plan. Selon le rapport de la guilde, la horde de morts-vivants qu'il s'apprête à affronter est menée par une tête de ghoul. Comme il est un aventurier de randée, Gotham décide qu'il combattra seul la tête de ghoul, tandis que les autres resteront à distance et s'occuperont des morts-vivants plus faibles. L'un des débutants demande nerveusement si Gotham les protégera si les choses deviennent dangereuses, mais Gotham répond froidement qu'il n'a pas l'intention de protéger quiconque se retrouvera pris dans son combat. Sa réponse choque presque tous les présents. La plupart d'entre eux avaient supposé qu'il pourrait simplement se tenir derrière un aventurier de haut rang et gagner facilement une promotion, pour découvrir que Gotham n'a aucun intérêt à les babysitter. La tête de ghoul est autour du niveau 30. Bien qu'elle ne possède aucune compétence de combat offensive, elle peut utiliser Haleine d'Hadès, une compétence qui transforme les cadavres à proximité en zombies de bas niveau. Dans des circonstances normales, le raid devrait tout de même réussir car ils ont Gotham, un aventurier de randée de niveau 40. Si tout se déroule comme prévu, la victoire devrait être garantie. Malheureusement, le groupe est rempli d'aventuriers inexpérimentés qui s'attendaient à ce que le raid soit facile, tandis que leur chef n'a pas l'intention de s'occuper d'eux. Elma estime que les chances de survie de tout le monde sont d'environ 80%. Cela peut sembler un taux de réussite confortable dans un jeu, mais ce n'est plus un jeu. Dans ce monde, la mort n'est pas juste un revers temporaire. Si quelqu'un meurt ici, il n'y a pas de réapparition. Incapable d'ignorer plus longtemps le problème, Elma s'approche de Gotham et lui suggère poliment de donner à l'équipe des instructions plus précises. Gotham lui demande de répéter, clairement irrité. Elma explique que le rapport de la guilde n'est peut-être pas complètement exact, et que s'ils attendent qu'un imprévu se produise, il sera déjà trop tard pour réagir. Gotham devient visiblement agacé et demande si Elma pense sérieusement avoir le droit de lui donner des ordres. Elma secoue immédiatement la tête et dit non. Il explique qu'il est simplement anxieux parce que lui et les autres sont des aventuriers de bas niveau avec très peu d'expérience. S'inclinant respectueusement, il dit à Gotham que, bien que ce soit un travail routinier pour un vétéran comme lui, le reste de l'équipe apprécierait grandement des instructions plus détaillées. Gotham accepte à contre-cœur, disant que, bien qu'il ne soit le babysitter de personne, il expliquera les choses un peu plus clairement. Avant que Gotham puisse continuer,
Ti l'interrompt soudainement et se moque d'Elma, disant que seul quelqu'un avec une classe défectueuse aurait peur de quelques morts-vivants faibles. Il rit et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Elma vienne pleurer auprès de Gotham juste avant le début de la bataille. Ti dit avec assurance à Gotham qu'ils n'ont besoin d'aucune instruction, et que les lâches devraient simplement rester à l'arrière s'ils ont trop peur pour se battre. À cet instant précis, le sol se met à trembler. Des mains putréfiées jaillissent de la terre tandis que des morts-vivants commencent à sortir des tombes dans toutes les directions. Les aventuriers se fichent de peur alors que des dizaines de monstres encerclent lentement le cimetière, mais Elma dégaine calmement son épée, tandis que Gotham serre sa propre arme et se prépare à charger. Quelques instants plus tard, la tête de Ghoul apparaît enfin. L'énorme mort-vivant pousse un rugissement terrifiant, et Ti s'effondre immédiatement au sol de terreur. Gotham demande avec colère à Ti ce qu'il pense faire, avant d'ordonner à Ti et Paul de lui dégager un chemin. Pendant ce temps, Elma se tourne vers le reste du groupe et leur dit de se concentrer sur les sbires de la tête de Ghoul. Les aventuriers le regardent avec incrédulité et lui demandent s'il s'attend sérieusement à ce qu'il charge toute une horde de morts-vivants. Il pensait que Gotham les éliminerait lui-même pendant qu'il regardait en sécurité. Comme Gotham est totalement concentré sur le boss, Elma comprend enfin pourquoi tout le monde hésite. Aucun d'entre eux n'a jamais combattu une horde de monstres auparavant, leur peur est donc tout à fait compréhensible. Au lieu de les forcer à charger imprudemment, Elma leur dit de se diviser en équipes de 3, parce que, tant qu'ils se protègent mutuellement le dos, les morts-vivants ne pourront pas les encercler. Son explication calme donne à tous assez de confiance pour bouger, mais ils ne savent toujours pas quoi faire, alors il lui demande ce qu'il compte faire. Elma répond calmement qu'il attirera les morts-vivants vers lui sur la ligne de front et leur donnera assez de temps pour s'organiser. Les autres protestent immédiatement, disant que, bien qu'ils semblent expérimentés pour faire face aux hordes, essayer de les retenir seuls est bien trop dangereux. Ils font remarquer que personne ne peut soigner assez rapidement pour survivre à une telle pression. Avant que quiconque puisse l'arrêter, un mort-vivant s'approche soudainement par derrière d'un aventurier effrayé. Elma se précipite instantanément et active Parade, utilisant son bouclier pour dévier parfaitement l'attaque du monstre avant de créer une ouverture d'un seul mouvement. Deux autres morts-vivants se précipitent immédiatement sur le groupe, mais Elma les intercepte également, parant chaque attaque avant de désarmer les deux monstres en succession rapide. Alors que d'autres morts-vivants commencent à affluer vers eux, Elma active Réflexion de rempart, retournant les attaques des monstres contre eux tout en maintenant la ligne de front sans effort. Les aventuriers restent sans voix après l'avoir vu éliminer plusieurs morts-vivants en seulement quelques instants. Elma leur dit calmement de ne pas s'inquiéter, car attirer de grands groupes d'ennemis est exactement ce qu'un chevalier lourd est censé faire. Il rappelle également à tous que, si quelque chose d'imprévu se produit, ils doivent immédiatement avertir les autres au lieu d'essayer de gérer la situation seuls. Alors qu'il regarde Elma contrôler sans effort la majeure partie du champ de bataille par lui-même, plusieurs d'entre eux commencent à se demander s'il est vraiment juste un chevalier lourd ordinaire. Une notification apparaît soudainement devant Elma, lui indiquant qu'il a atteint le niveau 16, et Elma sourit en lui-même car Parade s'avère encore plus efficace qu'il ne l'avait prévu. Combattre un grand nombre d'ennemis de ce niveau est un moyen incroyablement efficace de gagner de l'expérience, et après avoir rapidement vérifié son statut, il voit que ses statistiques augmentent régulièrement. Pendant ce temps, le reste du groupe commence à travailler ensemble bien plus efficacement, se soutenant mutuellement exactement comme Elma l'a indiqué. Certains se demandent tranquillement s'il ne devrait pas simplement rester derrière lui, puisqu'il est, de loin, la personne la plus fiable sur le champ de bataille, bien que plusieurs admettent qu'il commence à leur faire plus peur que les morts-vivants eux-mêmes. Alors que la bataille continue, quelques aventuriers demandent à Elma s'ils devraient aider Gotham à combattre la tête de Ghoul, mais Elma leur dit immédiatement de rester en arrière car le boss est bien au-dessus de leur niveau. Gotham devrait être capable de le vaincre seul. À ce moment, la tête de Ghoul bondit soudainement vers Gotham et balance l'une de ses griffes massives. Gotham dévie l'attaque mais est repoussé par l'impact, et la tête de Ghoul enchaîne immédiatement avec un autre coup, mais Gotham contre avec un tranchant puissant qui envoie le monstre s'écraser dans un bâtiment voisin. Avant qu'il ne puisse se remettre, il se précipite et porte un autre coup dévastateur au visage, le projetant à travers une pierre tombale. Gotham marque une brève pause pour reprendre son souffle, mais à sa grande frustration, la tête de Ghoul se redresse lentement et pousse un autre rugissement terrifiant. Furieux, Gotham lui crie de rester au sol, enfin. Plusieurs morts-vivants s'accrochent soudainement à son corps, le forçant à les secouer avant de crier à Ti et Paul d'attirer d'autres morts-vivants loin de lui. Ti recule instinctivement de peur, ce qui pousse Gotham à les traiter de lâches et à menacer de leur retirer leur promotion. Ti répond nerveusement qu'ils comprennent, mais que s'ils s'approchent trop de la tête de Ghoul, ils pourraient facilement être pris dans la bataille et mourir. Ils insistent sur le fait qu'ils ne peuvent le soutenir que sur les côtés. La tête de Ghoul tente soudainement une autre embuscade en bondissant vers Gotham, mais Gotham l'esquive de justesse avant d'activer Brise-Rocher, fracassant le monstre avec une force énorme et infligeant des dégâts massifs. On dirait que le coup de grâce est enfin à portée, mais d'innombrables morts-vivants continuent de lui barrer la route. Cependant, à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de continuer le combat,
La tête de Ghoul commence à attraper les morts-vivants à proximité et à les enfourner dans sa bouche. Elma reconnaît immédiatement la compétence comme consommation de cadavres, et c'est une capacité extrêmement rare qui permet à une tête de Ghoul de récupérer de la santé en dévorant des cadavres et des morts-vivants. Cependant, Elma remarque rapidement quelque chose d'inhabituel. Le monstre consomme bien plus de corps qu'il ne le devrait juste pour restaurer sa santé. Alors qu'il regarde d'autres morts-vivants disparaître dans sa bouche, il réalise soudain ce qui se passe. La tête de Ghoul ne guérit pas, elle est en train d'évoluer. Elma crie immédiatement à Gotan de s'arrêter et de s'éloigner du monstre, mais il est déjà trop tard. Le corps de la tête de Ghoul mute violemment sous les yeux de tous, son mana atteignant un tout autre niveau. Sa taille augmente considérablement, son apparence devient bien plus grotesque, et son niveau s'envole jusqu'à 40 alors qu'elle évolue en tête folle. Le groupe est terrifié à la vue de la tête de Ghoul évoluer. L'évolution existentielle est un événement rare qui ne se produit que lorsque certaines conditions sont remplies, et elle fait principalement référence aux monstres qui éveillent des capacités latentes et se transforment en une autre espèce pour échapper à des situations délicates. Même dans le jeu Magic World, les conditions exactes de l'évolution existentielle n'étaient pas clairement énoncées, mais Elma ne peut que dire qu'ils ont eu de la malchance. La tête de Ghoul commence à charger un rayon vert dans sa bouche, et Elma avertit Gotan de ne pas se tenir devant, mais Gotan ne réagit pas à temps et est aspergé par le rayon. Cela inflige un effet de stupéfaction, le laissant vulnérable aux attaques du monstre, et Elma dit à Ti et Paul de distraire la tête de Ghoul pour qu'elle ne tue pas Gotan, mais il lui demande ce qu'il attend de contre une tête de Ghoul évoluée. Elle les tuerait immédiatement s'ils essayaient ne serait-ce que de l'attaquer avec de la magie, mais Elma s'en moque et leur dit que si Gotan meurt, ils mourront tous parce qu'aucun d'eux n'est assez fort pour affronter le monstre. Ils ont besoin d'une voie vers la victoire, et Gotan est la seule personne dont le niveau est suffisamment proche de celui des monstres, mais avant qu'Elma puisse dire quoi que ce soit d'autre, le monstre frappe Gotan à l'abdomen, lui faisant vomir du sang et l'envoyant voler à plusieurs mètres à travers le cimetière. Cela lui inflige également une paralysie, le laissant inconscient. Paul et Ti se cachent derrière une pierre tombale, terrifiés par ce qui vient d'arriver à Gotan, et le monstre s'approche de lui de manière menaçante et arme son poing pour l'achever, mais Elma se précipite à pleine vitesse pour se mettre devant Gotan et par le coup de poing que la tête de Ghoul lui lance, bien que l'impact le repousse quand même. Elma leur dit qu'il va attirer l'attention de la tête de Ghoul et que Ti devrait lancer guérison et guérison de paralysie sur Gotan, mais Ti lui dit qu'il a guérison mais pas guérison de paralysie parce qu'il a dépensé ses points de compétence pour augmenter son attaque. Elma se demande quel genre de build à moitié finissait, car dans le jeu Magic World, la plupart des gens auraient opté pour un build axé sur la guérison. Il dit à Ti d'emmener Gotan dans un endroit sûr et de le soigner pendant qu'il distrait le monstre, et Ti accepte et emporte précipitamment Gotan. Le monstre commence à s'impatienter et s'approche lentement d'Elma. Les gens se remettent généralement du poison d'un tête folle après environ 3 minutes, donc si Elma peut tenir la tête de Ghoul jusqu'à ce moment-là, Gotan pourra l'aider à la combattre, mais Elma n'avait aucune idée que la réalité serait si différente du jeu, et il décide de combattre la tête de Ghoul évoluée jusqu'à ce que Gotan se rétablisse. Le groupe d'aventuriers pense qu'un aventurier de rang F ne peut pas combattre un tel monstre, mais l'un d'eux ne fait pas assez confiance à Elma pour vaincre un monstre de niveau 40 alors qu'il n'est que niveau 16, alors il décide de prendre la fuite avant qu'il ne devienne le prochain repas de la tête de Ghoul, et un autre aventurier lui dit de les attendre. Elma ne les juge pas car il ne tiendrait pas plus de 10 secondes s'il rejoignait le combat, et il ne peut pas se permettre de protéger des aventuriers de Baran tout en combattant la tête de Ghoul. Ti a tellement peur de la tête de Ghoul qu'il tremble visiblement, mais Gotan semble commencer à se rétablir. Le monstre pousse un rugissement, surprenant Elma, mais il pense tactiquement que puisqu'il est niveau 16 tandis que le tête folle est niveau 40, une seule erreur signifie la mort, pourtant, il décide quand même de se battre. La tête de Ghoul lance un coup de poing, mais Elma parvient à l'esquiver, et il décide de compter sur la stratégie car il ne peut pas gagner en combat frontal. Il s'élance vers l'herbe, et la tête de Ghoul le poursuit, mais après un court moment, elle s'arrête et réalise qu'elle ne peut plus le voir. Elle commence à chercher frénétiquement, mais il reste hors de vue. Elma court d'un endroit à l'autre, utilisant les pierres tombales comme couverture, mais alors qu'il passe devant l'une d'elles, le monstre entend par hasard ses pas et se tourne immédiatement vers le bruit, mais Elma parvient à s'échapper à temps pour éviter d'être attrapée. Il lance ensuite une pierre vers le monstre pour le distraire un petit moment, et alors que la tête de Ghoul se tourne, il saisit l'opportunité et se précipite directement sur elle pour la trancher. Cependant, avant qu'il ne puisse porter un coup, le monstre réagit et lui lance un coup de poing, le forçant à esquiver car encaisser un tel coup de plein fouet le tuerait certainement. Le monstre disparaît en moins d'une seconde, et c'est maintenant au tour d'Elma de le chercher. Il commence à regarder autour de lui pour trouver la tête de Ghoul, mais cette fois, l'embuscade du monstre fonctionne parfaitement, et elle atterrit un coup de poing qui l'envoie s'écraser contre une pierre tombale de l'autre côté du cimetière. Elma réalise que la différence de niveau entre eux est tout simplement trop grande pour qu'il la surmonte, et la situation devient réellement dangereuse car il réalise qu'il pourrait vraiment mourir ici.
Il voulait éviter ce genre de situation dès le début du raid, mais il ne s'attendait jamais à affronter un adversaire aussi puissant, donc il était complètement mal préparé. C'est une situation à haut risque et haute récompense qui le pousse dans ses derniers retranchements, mais il doit admettre que les enjeux élevés lui font vraiment battre le cœur, et il ne serait pas un homme s'il abandonnait maintenant, alors il se précipite directement vers la tête de Ghoul avec toute la force qui lui reste. L'un des aventuriers est surpris et demande si le chevalier lourd arrive réellement à tenir tête à la tête de Ghoul, mais un autre pense qu'Elma est juste en train de perdre lentement, et c'est un miracle qu'il ne soit pas encore mort. Elma continue d'esquiver les attaques du tête folle, et il réalise que s'il le laisse attaquer librement, il finira par porter un coup décisif. Il doit contre-attaquer pour le tenir en respect, alors il ouvre sa fenêtre de statut et investit tous ses points dans l'escrime débutant, débloquant une compétence appelée tranchant vital. Elle permet à l'utilisateur de déchaîner un puissant tranchant à portée 0, ce qui la rend particulièrement efficace contre les cibles avec une défense élevée. La tête de Ghoul bondit en l'air et frappe Elma, mais il par l'attaque, glisse sous sa jambe et utilise tranchant vital sur son dos. L'attaque inflige très peu de dégâts en raison de la différence de niveau écrasante. Tranchant vital sacrifie la portée de la lame, c'est pourquoi elle était considérée comme une compétence défectueuse, mais ses dégâts élevés complètent parfaitement le chevalier lourd à faible attaque et haute défense. Même ainsi, cela ne suffira pas à le vaincre. La tête de Ghoul commence à lancer des coups de poing sur Elma, mais il esquive chacun d'eux et remarque qu'elle devient de plus en plus imprudente. La tête de Ghoul s'énerve et se met à frapper le sol par frustration, mais Elma lui dit que le vrai combat commence maintenant car son travail est terminé. Gotan est directement au-dessus de la tête de Ghoul et déchaîne fendeur de dragon divisé. Du sang jaillit des yeux du monstre, et il pousse un dernier cri avant de s'effondrer mort. Le groupe d'aventuriers célèbre avec joie d'avoir survécu pour voir un autre jour, mais Gotan regarde Elma et se sent humble parce qu'un simple rang F a réussi à survivre contre un monstre qui a failli le tuer. Elma monte de niveau, passant du niveau 16 au niveau 23, mais atteint sa limite absolue et tombe à genoux d'épuisement. Il remercie Gotan d'être arrivé juste à temps car sinon il serait mort. Gotan regarde Elma pendant un long moment avant de s'excuser auprès de lui et d'admettre que son leadership était inadéquat, il avait été négligent, et Elma avait eu raison sur tout. Elma est complètement stupéfait que Gotan s'excuse réellement et assume la responsabilité de ses erreurs. Gotan lui dit de prendre la pierre magique de niveau 40 que le boss a laissé tomber, et Elma pense qu'elle devrait valoir pas mal, alors il accepte volontiers car il est fauché après que son cousin de la branche cadette ait pris tout ce qu'il possédait. Elma demande s'il est vraiment d'accord, mais Gotan le rassure que c'est juste puisque c'est Elma qui a vaincu le monstre. Gotan regarde à nouveau et remarque que la tête de Ghoul a aussi laissé tomber un objet, et Elma lui demande s'il le veut, mais Gotan tient sa décision car il ne revient jamais sur sa parole. Elma a vaincu le monstre, donc les récompenses lui appartiennent. Pas une seconde plus tard, cependant, Gotan demande si Elma peut au moins vérifier la description de l'objet, et Elma lui lance un regard fatigué avant d'accepter. Elma vérifie les statistiques du bouclier et découvre qu'il s'appelle le bouclier de la rage de Daemon et vaut 3 millions d'or. Il lit ses capacités et apprend qu'après avoir bloqué une attaque avec le bouclier, la prochaine attaque de l'utilisateur gagne 8 points d'attaque supplémentaires. Il pense que c'est un excellent objet car réflexion du rempart ne s'active que lorsque son armure est frappée, mais avec un tel bouclier, il pourrait neutraliser presque n'importe quelle attaque de son niveau avant de contre-attaquer. Le seul problème est que vendre quelque chose d'aussi précieux attirerait certainement beaucoup d'attention indésirable, et l'attention est la dernière chose qu'il veut en ce moment. Gotan prend l'air d'un homme avide quand il entend que ça vaut 3 millions d'or, mais au moment où Elma le regarde, il se reprend si fort que sa tête brille presque au clair de lune. Elma interroge Gotan sur sa promotion, mais Gotan lui dit de ne pas s'inquiéter car il dira à la guilde que refuser de promouvoir Elma serait leur perte et qu'il ferait mieux de le faire immédiatement. Il dit que la guilde l'avait averti de s'assurer qu'Elma n'avait pas triché, mais il réalise maintenant que cet avertissement était complètement mal avisé, et si quelqu'un s'y oppose, il l'assommera lui-même. Ti s'approche et demande à Gotan s'il peut aussi approuver sa promotion, puisque c'est sa guérison qui a remis Gotan sur pied, mais Gotan crie après Ti parce qu'il a complètement perdu ses nerfs contre ce monstre, donc il ne peut pas l'approuver. Il y aura des défis bien plus grands qui l'attendent dans les donjons, et il devrait passer plus de temps à accepter des quêtes qu'il peut réellement gérer, mais même s'il ne dit cela que par souci, Ti se fâche et s'en va en claquant la porte. De retour à la guilde des aventuriers, tout le monde discute lorsqu'ils surprennent la réceptionniste, et ils se tournent tous pour regarder alors qu'elle paie à Elma 130 000 pièces d'or pour avoir accompli le raid, 200 000 pièces d'or pour 10 pierres magiques blanches, et encore 600 000 pièces d'or pour la pierre magique de tête folle évoluée de la tête de Ghoul. Gotan rit qu'Elma ait en fait gagné plus d'argent que lui cette fois, et Elma dit que les raids sont vraiment l'un des moyens les plus rapides de gagner de l'argent, mais tous les membres de la guilde sont choqués qu'un chevalier lourd gagne autant. La réceptionniste demande à Gotan si Elma a vraiment vaincu la variante de la tête de Ghoul. Un aventurier dit qu'Elma avait déjà fait lever les sourcils lorsqu'il avait rapporté des pierres magiques de haut niveau auparavant, tandis qu'un autre demande quel niveau il est.
Tout le monde continue d'assaillir Gotham de questions parce qu'il pense que l'idée qu'un chevalier lourd vainque un tête folle de niveau 40 est trop incroyable, mais Gotham frappe du poing sur le bureau pour les faire taire. Il demande comment ils osent douter d'Elma ou insulter son jugement pour avoir approuvé la promotion, et toute la guilde tombe dans le silence alors que Gotham lance un regard furieux à tout le monde. Après avoir fini d'échanger les pierres magiques et de collecter leurs récompenses, Elma remercie Gotham pour tout ce qu'il a fait pour lui, et Gotham apprécie, alors il dit qu'il devrait se revoir un jour. Grâce à Gotham qui a empêché tout le monde de médire dans son dos, Elma a officiellement été promue au rang E. Plus tard, il erre dans la ville en réfléchissant à quoi faire maintenant qu'il a atteint le rang E. Au rang E, il peut enfin entrer dans les donjons et farmeurs de l'or, mais la stratégie de réflexion du rempart repose sur une défense écrasante et ne fonctionne de manière fiable que contre les ennemis débutants, donc avec sa configuration de compétences actuelle, il va rester bloqué à farmer des niveaux pendant un bon moment. Il décide qu'il devrait commencer à chercher un livre de compétences pour déterminer sa voie future. Celui qu'il veut est le livre de compétences Croc d'insanité ardente. Les livres de compétences sont nécessaires pour débloquer les arbres de compétences, mais ils sont incroyablement rares, donc les chances d'en trouver un sont minces. Néanmoins, chercher ne coûte rien. Serment d'armure et Croc d'insanité ardente sont deux arbres de compétences qui se complètent et achèvent la classe de chevalier lourd. Un chevalier lourd accompli n'est plus simplement un spécialiste de la défense, mais le qualifier de spécialiste de l'attaque ne serait pas non plus exact, il devient une arme humaine. Croc d'insanité ardente est la clé pour libérer le véritable potentiel du chevalier lourd. Les livres de compétences sont les objets requis pour débloquer les arbres de compétences, et ils sont incroyablement rares, donc Elma sait qu'il n'en trouvera pas tout de suite. Comme obtenir un livre par des moyens normaux n'est pas réaliste, il décide de se contenter de la meilleure option suivante et commence quand même à en chercher un, car cela ne lui coûte rien de chercher. Lorsque le serment de l'armure lourde et le croc de la folie brûlante sont combinés, ils complètent la classe de chevalier lourd et la rendent complètement surpuissante. Le chevalier lourd complet n'est plus seulement un spécialiste de la défense, mais même le qualifier de spécialiste offensif n'est pas tout à fait juste, c'est essentiellement une arme humaine capable d'anéantir des armées entières à elle seule. Le croc de la folie brûlante est l'arbre de compétences essentiel pour débloquer tout le potentiel du chevalier lourd. Alors que tout le monde profite de sa vie dans la ville paisible et joyeuse, Elma traverse les rues à la recherche d'une boutique d'alchimiste. Tout en marchant, il ne peut s'empêcher de penser à quel point le croc de la folie brûlante est essentiel pour la classe de chevalier lourd, et il pense que ce serait incroyable s'il en trouvait un par hasard dans cette ville. Après avoir trouvé la boutique d'alchimiste, il jette un coup d'œil aux potions et demande au marchand 3 potions de soins, mais elle lui dit qu'elles coûteront 72 000 pièces d'or. Elma ressent la douleur dans son âme et dans son portefeuille lorsqu'il entend le prix et dit qu'elles sont beaucoup plus chères que dans le jeu, mais il n'y a pas d'alternative, et il en a vraiment besoin, alors il paie. Avant de partir, Elma demande au marchand où il peut acheter des livres de compétences, car il n'en a trouvé dans aucun des autres magasins qu'il a visités. Un chevalier lourd est essentiellement bloqué en mode tutoriel jusqu'à ce qu'il obtienne le livre de compétences Croc de la folie brûlante. Le marchand lui dit que l'achat et la vente de livres de compétences sont interdits, les gens sont autorisés à utiliser les livres de compétences qu'ils ont obtenus lors de raids, mais à part cela, la guilde des aventuriers en donne presque tous aux nobles et à l'église. Elma est choquée d'apprendre cela, car les livres de compétences sont des butins incroyablement rares, et on suppose généralement qu'il faut les acheter, puisqu'il n'y a aucune garantie qu'un monstre laissera tomber exactement celui dont vous avez besoin. Il avait déjà le sentiment que les nobles détenaient plus de pouvoir dans ce monde que dans le jeu, mais il n'avait jamais imaginé que ce soit à ce point. En réfléchissant davantage, il conclut que c'est probablement sa propre famille qui accapare et collectionne tous les livres de compétences à Rondon. Le marchand regarde autour d'elle nerveusement avant de dire à Elma qu'elle n'est pas censée dire quoi que ce soit, mais qu'elle fera une exception puisqu'il a acheté les potions de soins. Elle lui tend une carte et lui dit de se rendre à l'endroit marqué. Lorsqu'Elma demande ce que c'est, elle explique qu'il s'agit d'une boutique traitant des biens de récupération. Les récupérateurs sont des personnes qui pillent les cadavres d'aventuriers morts dans l'espoir de trouver des objets de valeur. Elma demande si ces objets ne sont pas censés être signalés à la guilde des aventuriers, mais le marchand explique que la guilde et les récupérateurs ont un accord tacite. La guilde sait que les boutiques clandestines existent, mais ferme les yeux parce que certains aventuriers ne survivraient jamais sans la récupération, et même si elle sévissait, la plupart des objets récupérés finiraient entre les mains de nobles avides plutôt que dans celles des familles des défunts. Les nobles achètent les livres de compétences à bas prix et les thésaurisent au lieu de les utiliser, même s'ils n'ont aucune idée de la difficulté de survivre en tant qu'aventurier, et le simple fait d'en parler rend le marchand clairement furieux. Elma se traite de naïf, car si les souvenirs de sa vie antérieure n'étaient jamais revenus et qu'il était devenu un maître épéiste au lieu d'un chevalier lourd, il n'aurait jamais rien réalisé de tout cela. Le marchand rappelle à Elma de ne parler de la boutique à personne, et il accepte. Alors qu'il se ferait un chemin à travers la ville, il se glisse dans une ruelle et finit par trouver l'endroit. Il hésite un instant avant de décider d'entrer, mais au moment où il franchit la porte,
il est accueilli par un épais nuage de fumée qui le fait tousser violemment. Se couvrant la bouche, il regarde autour de lui, mais ne voit rien au premier abord, ce qui lui fait se demander s'ils vendent vraiment des livres de compétences ici. Cependant, après avoir regardé une seconde fois, il remarque plusieurs livres de compétences soigneusement disposés sur une étagère. Avant qu'il puisse les examiner, une vieille dame commande soudainement qu'il a une belle armure, le surprenant. Après avoir retrouvé son calme, Elma lui dit qu'il a de l'or et qu'il aimerait jeter un œil à ses livres de compétences. Elle lui dit avec désinvolture de se servir, car ses empreintes digitales ne les rendront pas moins précieux. Elma prend le premier livre de compétences, et le système l'identifie comme étant le livre de compétences tir à l'arc débutant avec une valeur marchande de 2 millions de pièces d'or. C'est la deuxième fois aujourd'hui qu'Elma sent son portefeuille lui demander grâce, car c'est 500 000 pièces d'or de plus que dans le jeu. À l'époque, les prix du marché étaient déterminés par les échanges entre joueurs, donc les prix là-bas étaient probablement basés sur l'offre et la demande réelle. Ici, les livres de compétences ont très probablement subi une inflation ridicule parce que les nobles en thésaurisent presque tous. La vieille dame lui dit qu'elle vendra le livre pour 3 millions de pièces d'or, ce qui fait qu'Elma se met à transpirer froid. Elle explique qu'elle prend un risque énorme en dirigeant cette affaire, les fonctionnaires locaux peuvent faire semblant de ne pas remarquer, mais si leurs supérieurs l'apprennent jamais, elle pourrait y laisser sa tête. Même si Elma vendait le bouclier de la rage de Daemon qu'il a obtenu lors du raid précédent, il n'aurait assez d'argent que pour acheter le livre de compétences tir à l'arc débutant, donc il n'y a aucun moyen qu'il puisse se permettre un livre de compétences rare. Après avoir vérifié la majeure partie de la collection, Elma conclut qu'aucun d'entre eux n'est ce qu'il recherche. Cependant, lorsqu'il atteint le dernier livre, ses yeux s'écarquillent d'excitation, car c'est le seul arbre de compétences essentiel pour la classe de chevalier lourd, le croc de la folie brûlante. La vieille dame remarque à quel point il est excité et commande qu'il doit être un original si c'est le livre qu'il veut, mais Elma ne prête pas attention à la remarque et demande immédiatement le prix. Elle lui dit calmement que cela coûtera 50 millions de pièces d'or. Elma ne peut s'empêcher d'être étonnée qu'elle laisse quelque chose d'aussi précieux à la vue de tous sans garde visible, mais la vieille dame sourit d'un air narquois et lui dit que s'il est si convaincu qu'elle n'est qu'une vieille femme faible, il est le bienvenu pour tester cette théorie. Elle mentionne avec désinvolture qu'elle a jeté 5 hommes hors de la boutique pas plus tard que l'autre jour. Réalisant que l'intimidation ne fonctionnera pas, Elma passe au plan B et lui demande si elle accepterait de lui réserver le livre de compétences. Elle demande ce qu'elle gagnerait à l'aider, mais après réflexion, elle décide qu'il ne lui déplaît pas et accepte de le garder pour 5 millions de pièces d'or supplémentaires. Elma pense qu'elle mène une négociation serrée, mais il n'a pas beaucoup de choix. S'il veut ce livre de compétences, il devra trouver un moyen de faire fortune le plus rapidement possible. Après être sorti, Elma s'assoit sur une caisse à proximité et réfléchit à la façon dont le sens de la richesse est complètement déformé chez les aventuriers de haut niveau et les marchands avec qui il traite. Le croc de la folie brûlante n'est qu'un arbre de compétences rares, et les seules personnes qui le veulent vraiment sont les chevaliers lourds et les accros du combat ayant une envie de mourir. Si cela vaut déjà 50 millions de pièces d'or, alors les livres de compétences vraiment puissants doivent coûter un montant absolument absurde. Il commence à réfléchir à des moyens pratiques de gagner de l'argent. Cultiver des butins rares dans les donjons est une option, mais les chevaliers lourds n'ont pas les dégâts nécessaires pour le faire efficacement. Il envisage d'écraser des monstres faibles avec réflexion du rempart, mais cela prendrait beaucoup trop de temps. Il pense même à investir dans l'escrime débutant ou à essayer de trouver des livres de compétences amitié pour pouvoir construire un autre arbre de compétences en attendant, mais cela ne vaut pas la peine de gaspiller des points de compétences sur des capacités qu'il abandonnera dès qu'il obtiendra le croc de la folie brûlante. Les chevaliers lourds ne sont pas exactement populaires, mais après sa performance lors du raid précédent, son nom s'est probablement un peu répandu. Faire équipe avec d'autres aventuriers lui offrirait beaucoup plus d'options, et lorsqu'il se souvient de tous les alliés qu'il avait dans sa vie antérieure, il décide qu'il est enfin temps de former un autre groupe. Juste à ce moment-là, il entend une dispute à proximité. La fille aux cheveux bleus insiste sur le fait qu'ils n'ont terminé le raid que grâce à ses compétences, mais le reste du groupe l'ignore complètement. L'épéiste lui dit qu'ils n'ont obtenu le butin rare que parce qu'ils ont déjà vidé ce donjon d'innombrables fois, donc il n'est pas convaincu que ses capacités y soient pour quelque chose. La fille acquiesce maladroitement, mais dit que s'ils continuent à faire plus de raids, ils finiront par remarquer la différence que ses compétences font. L'épéiste se retourne et demande si elle s'attend sérieusement à une part des bénéfices alors qu'elle est si faible. La fille tente désespérément de se défendre en disant qu'elle risque quand même sa vie sur la ligne de front, mais il lui fait immédiatement remarquer qu'elle n'a pas de compétences d'attaque valables et qu'elle se contente surtout de rester là à encaisser les dégâts. Selon lui, c'est exactement pour cela qu'elle est inutile. La fille grimace visiblement en entendant ces mots, mais il continue quand même, lui disant sans détour qu'elle ne contribue en rien au groupe. Tremblante, elle rassemble enfin assez de courage pour lui rappeler qu'elle n'a fini avec cette construction que parce qu'elle a suivi ses conseils lors de l'attribution de ses points de compétence. Elle lui demande s'il ne trouve pas cruel de dire tout cela alors qu'ils viennent de gagner une fortune ensemble.
L'épéiste répond que réduire les bénéfices de tout le monde pour quelqu'un qui a été inutile pendant tout le raid est le vrai problème. De plus, il ne lui a donné que des conseils, c'est elle qui a réellement choisi de dépenser ses points de compétence de cette façon, alors maintenant elle le blâme et exige de l'argent bien qu'elle n'ait rien contribué. Elma reconnaît immédiatement la situation, c'est une construction terrible combinée à l'argument classique sur la répartition du butin, quelque chose qui arrivait tout le temps dans le jeu. Vous investissez vos points de compétence autour de votre groupe actuel, mais une fois que vos circonstances changent, toutes ces décisions deviennent soudainement sans valeur. L'épéiste jette grossièrement une petite bourse de pièces par terre et lui dit qu'il y a 100 000 pièces d'or à l'intérieur, alors elle devrait la ramasser et être reconnaissante. Il dit qu'ils l'ont gardée malgré sa faiblesse et son manque de compétences offensives décentes, mais maintenant elle montre son vrai visage pour ce qui n'est que de la petite monnaie. Ress ajoute que ce n'est pas comme s'il pouvait se permettre de partager l'aubaine inattendue qu'ils viennent de recevoir. Luchi s'excuse, mais l'épéiste dit que ce n'est pas assez, il la vire du groupe avant de lui souhaiter sarcastiquement bonne chance pour trouver un autre groupe, bien qu'il doute que quiconque recrute quelqu'un dont la construction terrible a complètement ruiné son avenir. Le système de points de compétence est absolument brutal. Vous devez combattre des monstres de votre niveau ou supérieur pour gagner de l'expérience significative, mais si votre construction est assez faible pour que vous ne puissiez pas affronter des ennemis de votre niveau, alors monter de niveau devient presque impossible. Elma se demande si elle a gaspillé ses points de compétence sur l'accélérateur de vitesse ou peut-être sur un arbre de compétences d'armes dont elle n'avait pas besoin. Puisqu'elle est une péro, elle a peut-être investi dans un arbre de soutien à la place. Alors qu'il continue d'écouter, Elma analyse attentivement la conversation et commence à se demander si elle ne possède peut-être pas un arbre de compétences particulier. Plus il réfléchit, plus il est convaincu que c'est exactement celui qu'il soupçonne. S'il a raison, alors elle possède un arbre de compétences incroyablement puissant, donc il ne comprend pas pourquoi quelqu'un voudrait se débarrasser d'une personne comme elle. Juste à ce moment-là, la fille court après son ancien groupe, les suppliant désespérément de la reprendre et s'excusant d'avoir été égoïste, mais avant qu'elle ne puisse les rejoindre, Elma s'avance, la retient doucement et lui demande de former un groupe avec lui. Tout le monde reste stupéfait en entendant qu'il veut la recruter. Le groupe est choqué d'apprendre qu'Elma veut former un groupe avec elle, et Elma dit à Luchi qu'elle ne regrettera pas de former un groupe avec lui. Il lui propose même un partage de tous les bénéfices qu'ils réaliseront, mais Luchi comprend mal et lui dit qu'elle ne peut pas vivre éternellement avec 20% parce que ce ne serait pas suffisant pour subvenir à ses besoins. Cependant, Elma lui dit que ce serait elle qui obtiendrait les 80%, et qu'il accepte 20%. À bout de souffle, Elma demande à Luchi sa réponse, mais elle est toujours bloquée sur le fait qu'il voulait dire qu'elle obtiendrait 80% de tous les bénéfices. Elle lui demande de lâcher sa main d'abord, et il s'excuse. Le groupe se retourne et demande à Elma ce qu'il essaie de faire, et Elma leur dit qu'il a surpris une conversation où Luchi quittait leur groupe, alors il a décidé de la recruter dans le sien. Klein dit à Elma que c'est un gaspillage pour lui de recruter Luchi parce qu'elle a de piètres compétences de combat et ne peut même pas monter de niveau correctement, mais Elma lui dit que cela ne pose aucun problème et qu'il la recrutera quand même dans son groupe. Luchi est surprise par ces paroles, et Klein s'énerve contre Elma d'essayer de recruter Luchi. Klein dit à Elma qu'il les sauve de la culpabilité s'il prend Luchi, et qu'il ne devrait pas le regretter plus tard. Il dit à Elma de la prendre, mais Elma lui dit qu'il ne demandait pas sa permission au départ, ce qui énerve Klein. Luchi commence à paniquer en voyant Klein s'approcher d'Elma. Klein pointe son épée vers Elma et lui demande quel niveau il a et s'il a d'autres membres dans son groupe, mais Elma lui dit qu'il est un chevalier lourd de niveau 23, rang E, et qu'il n'a aucun membre de groupe. Klein dit à Elma que quelqu'un du niveau d'Elma devrait savoir à quel point Luchi est inutile. Luchi dit à Elma qu'elle n'est que de niveau 13, et que ce n'est pas une bonne idée de la recruter dans son groupe, mais Elma dit qu'il se moque de son niveau et que ce n'est pas un problème pour lui. Klein devient un peu mal à l'aise en entendant Elma dire qu'il veut toujours recruter Luchi après avoir entendu toutes ces mauvaises choses sur elle. Rhea appelle Klein pour lui parler, et elle lui dit qu'il est un peu étrange qu'un aventurier de rang essaie si désespérément de recruter Luchi. Elle commence à penser que les compétences de Luchi sont un peu plus utiles qu'il ne le pense. Elma se demande s'il a eu l'air trop désespéré au point qu'il reconsidère la reprise de Luchi, mais Klein dit que les compétences de Luchi n'ont rien fait pendant tout le raid. Rhea essaie d'avancer un autre argument, mais Klein lui dit de la fermer et de laisser Luchi partir puisque c'est mieux pour eux si elle part tranquillement. Klein dit à Rhea de réfléchir, un chevalier lourd ne peut pas atteindre le niveau 23 tout seul, donc soit il ment en face, soit il a été exclu de son groupe, soit il drague une jeune fille, et Rhea est d'accord. Klein dit à Rhea que cela joue en leur faveur parce qu'ils ne veulent pas qu'une rumeur se répande selon laquelle ils ont exclu quelqu'un de leur groupe juste à cause d'une mauvaise construction. Klein se tourne vers Elma et lui dit qu'ils attendaient quelqu'un comme lui depuis tout ce temps, quelqu'un pour leur enlever Luchi, et il dit à Elma de bien prendre soin de Luchi. Luchi s'approche d'Elma et accepte avec gratitude son offre aimable, et elle se réjouit de travailler avec lui, et Elma lui rend la politesse.
Elma est heureux de venir d'acquérir un nouveau membre de groupe après une longue période, mais Klein commence à applaudir et félicite Lucy d'avoir trouvé un nouveau groupe. Klein lui dit qu'elle ne sait jamais acheter une arme décente et donne un coup de pied dans les 100 000 pièces d'or par terre. Il lui dit qu'elle devrait considérer l'or par terre comme un cadeau d'adieu de leur part, et qu'elle devrait bien l'utiliser. Lucy remercie Klein et se baisse pour ramasser l'or par terre, mais Elma l'arrête et lui dit qu'elle ne devrait pas le ramasser. Elma dit à Klein qu'il devrait ramasser les pièces d'or qu'il a jetées par terre, puisque même un enfant peut le faire. Elma dit à Klein qu'il appelle ça un cadeau d'adieu alors qu'il l'a jeté par terre, et Klein le regarde avec colère. Elma dit à Lucy qu'il devrait commencer à partir, mais Lucy manque d'interrompre son aura en lui disant que 100 000 pièces d'or, c'est beaucoup d'argent. Elma sauve la situation en lui disant qu'il vaut mieux qu'elle ne doive rien à eux. Klein lui crie dessus, lui demandant à qui il croit parler, et dit qu'ils devraient s'amuser à être inutiles ensemble avec leur classe défectueuse. Klein dit à Ray qu'il devrait aussi partir, mais Ray lui demande si elle peut avoir l'argent par terre. Klein saute sur l'argent et lui dit qu'elle ne peut pas en avoir parce que c'est tout son argent. Dans un restaurant, Lucy remercie Elma de l'avoir invitée à rejoindre son groupe, mais elle ne pense toujours pas être assez forte pour faire partie de son groupe. Cependant, Elma lui dit de ne pas s'inquiéter car s'il tue des monstres adaptés à son arbre de compétences, elle montera de niveau en un rien de temps. Mais Lucy le coupe et lui demande s'il l'a aidé à ce moment-là parce qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Elma lui demande ce qu'elle veut dire, et elle lui dit qu'elle se demande pourquoi quelqu'un d'un niveau supérieur au sien a pris sa défense, et que c'est la seule raison logique qu'elle a pu trouver. Elle commence à fantasmer, disant qu'Elma est beau, mais qu'elle n'est pas si facile à avoir, alors peut-être qu'ils pourraient commencer comme amis. Cependant, Elma ne veut pas entendre ces absurdités et lui demande si elle a l'arbre de compétences Lady Luck. Dans la forêt, Elma et Lucy marchent sur un sentier à la recherche d'un donjon. Dans le monde du jeu, les donjons sont les cauchemars du dieu endormi de la création. Il a créé d'innombrables dieux et mondes à partir de rien sur une éternité, mais lui, qui était resté le dieu absolu suprême pendant tout ce temps, a perdu la raison et a été scellé par les dieux mêmes qu'il a créés. Cependant, ces cauchemars commencent à affecter la réalité. Ces cauchemars créent des portes dans le monde réel qui produisent des monstres et des démons aberrants. Elma remarque qu'ils sont arrivés à l'endroit et dit à Lucy qu'ils sont arrivés. Il dit à Lucy que ce qu'elle regarde est un donjon, et le système sonne et lui dit que le nom du donjon est entrée du parc aux anges, et le niveau recommandé pour entrer est le niveau 50. Lucy commence à être nerveuse et demande à Elma s'il est sûr de vouloir quelqu'un comme elle dans son groupe, et elle lui montre ses statistiques. Elma lui dit qu'elle ne devrait pas montrer sa fenêtre de statistiques aux gens, et Lucy crie de panique et lui demande s'il est sérieux, mais elle se calme et dit que c'est bon parce qu'elle sait qu'Elma ne le dira à personne. Elle lui dit qu'elle préférerait qu'il l'abandonne maintenant plutôt que de lui faire espérer et de le décevoir plus tard. Elle ne peut même pas utiliser sa seule compétence d'attaque, coup de dé, à moins de faire un 6, et elle se sent stupide car si elle avait pris acrobatie du fou ou mis des points dans amélioration d'attaque, elle aurait été plus utile. Elle pense qu'elle a vraiment tout gâché, mais Elma lui dit que c'est bon parce qu'il a vraiment besoin d'elle. Lucy lui demande ce qu'il veut dire par là, et elle lui dit qu'elle n'est pas très familière avec ce genre de choses, alors elle a besoin qu'il soit plus direct ou elle ne comprendra pas. Elma clarifie et lui dit qu'ils vont farmer 30 millions d'or et la faire passer au niveau 30, mais Lucy crie et lui demande comment ils vont faire ça. Elma dit à Lucy qu'ils devraient entrer dans le cercle magique, et ils sont transportés dans une pièce avec un couloir qui semble sans fin. Le niveau recommandé pour le donjon est le niveau 50, mais Elma connaît les monstres qui y apparaissent, donc ils ne rencontreront aucun danger sérieux. Elma et Lucy commencent à marcher dans le couloir, et Elma dit qu'ils ne vont farmer que les étages supérieurs. Il dit à Lucy qu'il attirera les ennemis vers lui, donc elle devrait utiliser le couteau persphère pour les vaincre. Lucy dit qu'elle a pris la décision d'aller aussi loin, Elma a même acheté le couteau pour elle, qui vaut 550 000 pièces d'or, donc elle ne peut pas faire la faible maintenant. Le couteau est efficace contre les adversaires coriaces, lorsqu'il inflige des dégâts, il réduit la défense de la cible de 15% avant de calculer les dégâts infligés à l'ennemi. Lucy dit à Elma qu'il peut compter sur elle, et elle fera de son mieux pour être à la hauteur de sa confiance et de ses attentes inexplicables. Elle dit qu'elle fera tout pour le protéger pour lui rembourser l'achat du couteau, mais Elma dit que c'est son travail à lui de la protéger. Elma et Lucy entendent un bruit venant du bout du couloir et se tournent dans sa direction. Ils voient la silhouette d'un ours, et Elma l'identifie comme un ours rapiécé. Lucy dit que l'ours a l'air mignon, mais que le niveau est effrayant. Elma dit qu'il a une attaque de 22, et même si Lucy est touchée d'une manière ou d'une autre, elle survivra, mais elle ne peut pas encaisser un coup critique. Elma peut neutraliser l'ours en le déséquilibrant alors qu'il commence à attaquer, mais ensuite Lucy lui demande comment il sait tout cela et pense qu'il aime les ours rapiécés. Elma lui dit qu'il gérera ses attaques et lui dit d'attaquer ses angles morts, mais elle devrait faire attention à ses griffes. Elma utilise une compétence appelée piétinement d'ombre, il a obtenu cette compétence en utilisant les points de compétence gagnés en combattant le chapelier fou, et il l'utilisera pour aider Lucy à monter de niveau. Lucy court sur le côté de l'ours, et Elma la prévient que les ombres peuvent s'étendre plus loin qu'elle ne le pense,
donc elle devrait faire attention. Lucy s'apprête à attaquer l'ours quand elle remarque qu'Elma lui a dit de faire attention aux crocs et aux griffes de l'ours, mais elle ne voit pas l'ours avec l'un ou l'autre. La seconde suivante, l'ours sort ses griffes et commence à bouger comme un objet maudit. Les coutures s'ouvrent pour révéler une bouche, et Lucy est dégoûtée par cela. L'ours se précipite sur Elma, mais Elma part 2 fois et fait un flip sur son épée pour clouer l'ours au sol. Elma est content d'avoir le bouclier parce que survivre aux attaques sans bouger les pieds est pénible. Il appelle Lucy pour qu'elle commence à frapper l'ours, et Lucy se précipite vers lui pour commencer à frapper l'ours. Une fois qu'elle tue l'ours, elle cherche frénétiquement pour voir si l'ours a laissé tomber quelque chose, mais quand elle voit qu'il n'a rien laissé tomber, elle se met à pleurer parce qu'elle pense qu'Elma va la virer du groupe. Elma lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'ils ne l'ont tué que pour l'expérience, et il prévoit d'en tuer plus pour qu'un objet finisse par tomber. Mais alors qu'il dit cela, un autre ours apparaît au coin du couloir, et Elma lui dit qu'ils vont suivre le même plan. Après avoir tué quelques ours de plus, Lucy est ravie de découvrir que 2 ours ont laissé tomber un objet à la suite, mais Elma pense que c'est étrange parce que ces objets ne tombent généralement pas l'un après l'autre, et il se demande s'il s'est mal souvenu du taux de butin. La patte de chat de Lucy est une compétence spéciale qui augmente sa chance de 500%. Si le statut de chance de départ de Lucy était déjà élevé, alors ce qui s'est passé là ne serait pas impossible, mais ensuite il se souvient de ce que Klein avait dit plus tôt et se demande comment le groupe de Klein n'a pas réalisé à quel point elle améliorait leur taux de butin. Il pense qu'il n'a probablement pas réalisé parce que c'était un groupe de débutants. Dans leur monde, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les monstres, donc ils ont dû s'habituer à des taux de butin élevés dès le départ. Lucy demande à Elma si elle a été utile, et Elma est d'accord et la remercie de s'être associée à lui. Lucy demande s'il voulait vraiment les boucliers d'ours et lui demande s'il devrait en collecter 10, mais Elma lui dit non, qu'elle a assez gagné de niveau, et que le vrai travail est sur le point de commencer. Lucy vérifie ses statistiques et voit qu'elle est montée au niveau 20 et se demande quand c'est arrivé, mais Elma lui dit qu'ils ne vont plus chasser d'ours maintenant ils vont chasser la rana dorée. Rana étaient les monstres grenouilles qu'Elma combattit lorsqu'il commença ses aventures. Dans le jeu appelé Magic World, ils étaient considérés comme des monstres de base, les ennemis faibles que tout le monde affrontait au début. Il existait de nombreuses sortes de rana, mais une seule d'entre elles importait à Elma à cet instant, et c'était le rana doré, car il valait une grande quantité d'argent. Étant donné les problèmes d'argent auxquels il faisait face, Elma avait décidé que le groupe devait explorer ce donjon ensuite. La version dorée du rana avait une très faible chance d'apparaître, mais lorsqu'elle se montrait, elle avait une chance de laisser tomber quelque chose d'extrêmement précieux. Sa puissance d'attaque et sa magie étaient toutes deux très faibles, même si son niveau était élevé, et elle ne possédait aucune compétence d'attaque. Cela signifiait que la combattre devrait être simple, puisqu'elle offrait beaucoup d'expérience et de bonnes récompenses tout en étant à peine capable de riposter. Il y avait plusieurs monstres bonus comme celui-ci dispersés dans le jeu, et parmi les joueurs, le rana doré était connu sous un surnom, le crapaud doré, car sa défense était si faible comparée à ce qu'il faisait tomber. De nombreux joueurs disaient que chasser les crapauds dorés était l'une des parties les plus amusantes du jeu. Ils avaient tendance à apparaître souvent dans les niveaux intermédiaires d'un donjon appelé la boîte à jouets de l'ange, et Elma connaissait déjà les meilleurs endroits pour chercher chaque créature qui y vivait. Lucy courut devant Elma et l'arrêta. Elle lui dit qu'elle avait aussi entendu parler du crapaud doré et qu'attraper ne serait ce qu'un seul de ses butins pourrait les soutenir pendant des années. Elle ajouta que d'autres aventuriers au bar l'avaient averti que le crapaud doré était bien trop rapide pour être attrapé, même si quelqu'un portait un coup chanceux. Il semblait que le crapaud ne ressentait presque aucun dégât. Elle dit qu'il était courant que les gens poursuivent le crapaud trop loin, pour finir ensuite entourés par d'autres monstres. Devenant nerveuse, elle dit à Elma que certaines personnes étaient peut-être même mortes en le poursuivant. Elma admit qu'elle avait raison et expliqua que ce monde fonctionnait de manière similaire au jeu, mais avec une différence importante. Ici, il n'y avait pas de vie supplémentaire. Si quelqu'un mourait une fois, c'était fini pour de bon. À cause de cela, la plupart des gens choisissaient de construire leur personnage autour de la survie plutôt que des dégâts. Cultiver le crapaud doré ne serait pas facile, car il avait une défense et une vitesse exceptionnelles, ce qui le rendait très difficile à toucher ou à attraper. En plus de cela, il était complètement immunisé contre les attaques élémentaires, les effets de statut et tout type de debuff. Lucy demanda s'ils avaient seulement une vraie chance contre lui. Elle fit remarquer que même si le couteau perforant le fer qu'Elma lui avait donné plus tôt fonctionnait bien contre les ennemis avec une défense élevée, elle doutait qu'il puisse faire quoi que ce soit au crapaud doré. Elle ne pensait pas non plus être assez rapide pour l'attraper s'il décidait de fuir. Elma fut d'accord avec ses inquiétudes, puis expliqua les chiffres. Le crapaud doré avait une statistique de vitesse de 67 et une statistique de défense de 200. La pénétration de défense de 15% du couteau importerait à peine contre une défense aussi élevée. Sa vitesse était plus du double de celle de Lucy, même si elle jouait une classe rapide appelée Pyro, et plus du triple de sa propre vitesse en tant que chevalier lent et lourdement armé. Avec 2 sens de défense,
Même une compétence parfaitement utilisée comme réflexion rempart serait annulée, et tranchant vital, qui avait également 15% de pénétration, ne pourrait pas non plus infliger assez de dégâts. Luchi demanda à nouveau si tout le plan était même possible. Elma lui dit de ne pas s'inquiéter, car il avait déjà une idée pour les cultiver. Il dit que même quelque chose qui semblait avoir une défense parfaite avait encore des faiblesses qui pouvaient être utilisées contre lui. Luchi fut surprise qu'il sache déjà cela. Elle demanda alors s'il avait une compétence qui pourrait réellement blesser le crapaud doré, car elle n'avait jamais entendu parler d'un chevalier lourd ayant des compétences de dégâts puissantes. Elma sourit et lui dit qu'il comptait sur elle, pas sur lui, pour être celle qui infligerait les dégâts. Luchi fut choqué d'apprendre que le plan dépendait d'elle. Elma lui rappela qu'elle aurait dû gagner environ 8 points de compétence en montant de niveau après leur combat contre les ours plus tôt. Il lui dit de mettre chacun de ses points dans une ligne de compétences appelée acrobatie du fou, car les 2 compétences qu'elle débloquerait là-bas seraient la clé de tout leur plan. Luchi dit qu'elle appréciait qu'il croit autant en elle, mais elle doutait encore d'avoir le genre de puissance nécessaire pour abattre quelque chose comme le crapaud doré. Pendant qu'ils marchaient et parlaient, Elma remarqua soudain une boîte au sol et s'arrêta. La boîte sauta vers eux, les surprenant tous les deux, mais ils réussirent à l'esquiver juste à temps. La boîte rebondit contre un mur proche, et un ogre bondit hors de l'intérieur, essayant de mordre Elma. Il bloqua l'attaque avec son bouclier. Après l'avoir bloqué, il dit à Luchi qu'il devrait courir pendant qu'il le pouvait encore. Elle dit qu'elle pensait pouvoir l'achever elle-même, mais Elma expliqua que ce monstre n'était pas leur objectif, et que s'il se sentait acculé, il appellerait d'autres monstres à proximité pour l'aider. Alors qu'il s'enfuyait, Luchi demanda s'il était vraiment judicieux de se concentrer uniquement sur le crapaud doré, car avec le soutien constant d'Elma, elle sentait qu'elle pourrait gagner 2 ou 3 niveaux de plus en faisant des combats plus faciles. Elma lui dit que c'était bien, car leurs niveaux actuels étaient en réalité parfaits pour affronter le crapaud doré. Une fois que les ogres cessèrent de les poursuivre, Elma dit qu'ils s'attendaient déjà à ce qu'ils ne trouvent pas un crapaud doré tout de suite. Même en cherchant toute la journée, ils en croiseraient probablement 2 au maximum. Quelle que soit la chance de Luchi, le crapaud était encore extrêmement rare à rencontrer, alors il lui dit de parler si elle commençait à se sentir anxieuse ou mécontente du plan. Luchi lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle n'était qu'un peu nerveuse, et qu'elle le suivrait quoi qu'il arrive. Elma la remercia mais lui rappela qu'elle n'avait pas besoin de se retenir à cause de lui. Elle dit qu'une fois qu'ils auraient réussi, elle voulait en chasser 100, peut-être même 1000, juste pour lui prouver qu'elle pouvait vraiment le faire. Elma rit et dit qu'il appréciait sa détermination, mais que s'ils en cultivaient vraiment autant, le marché de leur ville natale de Rondal s'effondrerait probablement. Juste à ce moment, Luchi remarqua quelque chose qui brillait du coin de l'œil et demanda si cela pouvait être le crapaud doré qu'il cherchait depuis tout ce temps. Elma regarda et fut stupéfait qu'ils en aient déjà trouvé un si tôt. Il lui dit de rester calme s'il voulait avoir une chance de le battre, mais Luchi était si excitée qu'elle semblait retenir son souffle sans s'en rendre compte. Elma demanda si elle avait atteint le niveau 10 et gagné les 2 compétences d'acrobatie du fou comme il le lui avait dit. Elle confirma que oui. Il décida d'attendre là où il était et lui dit d'attirer le crapaud vers lui. Luchi se sentit tendu, sachant à quel point la créature était précieuse, alors Elma essaya de la calmer, lui disant que ça irait même si elle faisait une erreur, et lui rappelant de d'abord prendre une grande respiration. Elle se stabilisa et devint déterminée, et Elma la regarda fièrement se préparer. Les crapauds dorés commençaient à fuir dès qu'un aventurier s'approchait à moins de 4 mètres d'eux, et les couloirs de la boîte à jouets de l'ange faisaient justement 4 mètres de large. Même en se tenant au bord d'un couloir, il était impossible de passer inaperçu à côté d'eux, du moins en marchant normalement au sol. Pour contourner cela, Luchi utilisa sa première nouvelle compétence, déambulation acrobatique, pour courir le long des murs, restant hors de la vue du crapaud. Une fois qu'elle atterrit devant lui, le crapaud la repéra et essaya de filer, mais elle utilisa sa deuxième compétence, appelée illusion d'op, pour remplir les 3 couloirs d'illusion. Dans un espace aussi confiné, le crapaud n'avait aucun moyen de se faufiler à travers elle, et étant de nature peureuse, il refusa de charger directement dans les illusions, choisissant plutôt de chercher une autre issue. Même si son immunité signifiait qu'il ne pouvait pas être aveuglé ou sujet à des hallucinations directement, il ne pouvait toujours pas voir à travers les illusions créées de cette manière, ce qui s'avéra être l'une des rares failles dans ses défenses par ailleurs solides. Luchi vit le crapaud faire demi-tour et filer dans l'autre sens, et elle cria pour avertir Elma qu'il se dirigeait maintenant droit vers lui. Elma savait qu'il avait une compétence appelée piétinement d'ombre qui pourrait fonctionner ici, mais sa réussite dépendrait entièrement du timing, car le crapaud se déplaçait 3 fois plus vite que lui, même dans les 3 couloirs. Sa propre ombre ne s'étendait qu'à environ 50 cm, ce qui rendait les choses plus difficiles, mais il se dit qu'il ne pouvait pas échouer, car tout ce plan avait été son idée. Il sortit une pierre magique de son sac, une qu'il avait achetée en même temps que le couteau de Luchi, bien que son effet de soin soit trop faible pour être très utile à cette fin. Il jeta la pierre devant le crapaud, et elle s'illumina vivement, projetant une longue ombre de la créature sur le sol.
Elma utilisa ce moment pour marcher directement sur l'ombre du crapaud, le clouant sur place. Lucy fut soulagé qu'il ait réussi à l'attraper et se précipita, demandant comment ils étaient censés le tuer maintenant. Il expliqua que tout dépendait de réussir un coup critique, ce qui nécessitait de lire parfaitement les mouvements de l'ennemi. Un coup critique infligeait une fois et demie les dégâts normaux et ignorait 50% de la défense de la cible. Lucy fit remarquer qu'il avait maintenant tout le temps nécessaire pour tenter un coup critique, mais Elma admit que même ses propres coups critiques ne feraient pas assez de dégâts contre une défense aussi élevée que celle du crapaud. Réussir un coup critique demandait à la fois du talent et de la chance, et avec ses statistiques actuelles, cela ne suffirait pas même s'il y parvenait. Lucy mentionna qu'elle n'avait elle-même réussi qu'une poignée de coups critiques, mais Elma lui dit que tenter normalement serait de toute façon inutile, car elle avait quelque chose de mieux, une compétence qui lui était propre appelée pousser du dé. Lorsqu'elle l'utilisait, elle lançait un dé à 6 faces, et quel que soit le nombre obtenu, cela lui accordait un bonus spécial lié à ce tirage. Lucy réalisa que faire ainsi garantirait spécifiquement un coup critique, car un 6 multipliait son attaque par 1,3 en plus du coup critique garanti. Combiné avec ses autres buffs, le multiplicateur total atteignait 1,95, et l'ajout des 15% de pénétration du couteau et des 50% de pénétration du coup critique signifiait qu'elle pourrait enfin avoir assez de force pour percer la défense du crapaud. Elma lui dit que certaines classes de personnages pouvaient sembler plus faibles ou plus lentes à progresser, mais qu'il n'existait pas de classe vraiment inutile. Il lui dit de ne pas laisser les commentaires des gens l'atteindre, même si sa classe avait semblé peu impressionnante aux autres joueurs auparavant. En entendant cela, Lucy ressentit un élan de détermination et lui dit qu'elle ne le décevrait pas, car être digne de confiance pour quelque chose d'aussi important était exactement la raison pour laquelle elle était devenue aventurière en premier lieu. Elle se précipita vers le crapaud immobilisé et activa pousser du dé. Le dé tomba sur 6, et son attaque frappa juste en un coup critique. Lucy et Elma montèrent tous les deux de niveau grâce à la mise à mort, et ils furent ravis d'avoir enfin abattu le crapaud doré ensemble. Elma lui rappela que la meilleure partie était encore à venir, l'objet tombait, bien qu'il n'ait que 50% de chance d'apparaître. Lucy s'approcha pour vérifier, et ils sont tous les deux ravis de voir une épée dorée. Lucy dit qu'elle est surprise qu'ils aient obtenu un objet valant 1,7 million de pièces d'or. Elma la corrige et lui dit qu'elle a oublié un 0, l'épée vaut en réalité 17 millions de pièces d'or. Lucy manque de s'évanouir lorsqu'elle vérifie le prix elle-même. Elle dit à Elma que son ancien groupe l'avait une fois exclue à cause de sa part sur un objet valant 2 millions de pièces d'or, et même maintenant, elle a du mal à croire qu'ils aient obtenu quelque chose d'aussi précieux aussi facilement. Elle trouve étrange de dire cela, puisque c'est Elma qui a tout organisé depuis le début. Puis Lucy réalise que transporter quelque chose d'aussi précieux fera d'eux une cible de choix pour les autres. Elle dit à Elma qu'ils doivent courir et se cacher quelque part en sécurité immédiatement. Elma comprend complètement de travers ce qu'elle veut dire, il pense qu'elle dit simplement qu'ils devraient continuer à bouger pour pouvoir chasser plus de crapauds. 3 heures plus tard, Lucy essaie de tuer un crapaud en utilisant une technique appelée coup de dé. Sa chance est mauvaise pendant un moment, et elle ne cesse de rater, mais elle finit par obtenir un 6 et porte un coup critique, tuant le crapaud d'un seul coup. Il fait tomber une autre épée. Elma est content de la récompense, mais il voit ensuite Lucy tomber au sol. Il pense qu'elle est contrariée parce qu'elle a raté tant d'attaques à la suite, alors il essaie de la réconforter. Il lui dit que même si elle a raté quelques fois, elle économise probablement sa chance pour plus tard, mais ce n'est pas pour cela que Lucy est tombée. Elle est tombée parce qu'ils viennent de gagner 34 millions de pièces d'or en une seule journée, et le nombre est trop élevé pour qu'elle puisse le traiter. Juste avant de s'évanouir complètement, le système sonne et lui annonce qu'elle est montée au niveau 31. Elma se précipite et essaie de l'attraper avant qu'elle ne touche le sol. Lucy est toujours bloquée sur le fait qu'ils aient gagné autant d'argent en une journée. Elma lui dit que c'est grâce à elle qu'ils ont réussi à obtenir les 2 épées. Il dit qu'ils devront réfléchir soigneusement à la façon d'utiliser cet argent pour leur groupe à l'avenir. Lucy est d'accord, puisqu'ils doivent maintenant planifier pour le futur, mais cela ne lui semble toujours pas réel. Elma dit ensuite qu'ils doivent aussi décider comment dépenser leurs points de compétence en fonction de l'équipement et des capacités qu'ils ont déjà. Lucy se souvient qu'elle a encore un gros tas de points de compétences non utilisés accumulés depuis qu'elle est montée de niveau si rapidement. Elle lui demande comment elle devrait les dépenser, et sans le vouloir, elle lui montre accidentellement sa fenêtre de statut. Elma lui dit qu'elle devrait être plus prudente et ne pas montrer sa fenêtre de statut aux autres si facilement. Lucy lui dit qu'il n'y a plus besoin de s'inquiéter de cela, elle estime qu'elle lui doit d'avoir atteint ce niveau, et elle dit que cela ne la dérangerait pas qu'il l'utilise puis la jette comme un vieux chiffon une fois qu'elle ne sera plus utile. Elma est clairement mal à l'aise en l'entendant parler d'elle-même de cette façon, il aimerait qu'elle se soucie davantage de sa propre vie. Puis Lucy entend un bruit étrange et se tourne vers lui, aux aguets. Elle demande à Elma s'il vient d'entendre le bruit d'un bébé qui pleure quelque part près d'eux. Elma essaie de réfléchir si quelque chose dans ce donjon produit un bruit pareil, et il réalise lentement que cela pourrait être le boss qui se déplace quelque part à proximité. Un boss de donjon, aussi appelé Seigneur des Rêves,
est le cœur du donjon lui-même. Normalement, il reste profondément dans sa chambre et ne bouge pas du tout, mais parfois il erre dans le reste du donjon, et ce phénomène est simplement appelé errance. Luchi a peur et demande si le niveau recommandé pour le Seigneur des Rêves est 50, et si cela signifie de très mauvaises nouvelles pour eux. Elma essaie de la réconforter et dit qu'ils s'en sortiront tant qu'ils feront les bons choix à partir de maintenant. Ils décident de s'éloigner du bruit et de se diriger tout droit vers la sortie, car le Seigneur des Rêves ne peut pas les suivre à l'extérieur du donjon une fois qu'ils seront partis. C'est généralement là qu'une aventure comme celle-ci se terminerait en sécurité, mais alors Elma et Luchi aperçoivent au loin deux personnes grièvement blessées qui implorent de l'aide. Un monstre bien plus puissant est soudainement apparu et les pourchasse. Elma sait immédiatement que ce n'est pas comme le jeu dont il se souvient, et dans leur état actuel, ces deux personnes n'ont aucun moyen réel de s'échapper par elles-mêmes. Si Elma et Luchi les dépassent simplement, le duo blessé mourra certainement. Elma décide sur le champ de les protéger. Il dit à Luchi de faire sortir les blessés du donjon pendant qu'il reste pour occuper le monstre. Luchi l'avertit que c'est bien trop dangereux, car même lui ne peut pas affronter seul un Seigneur des Rêves de niveau 50. Elma lui dit qu'il comprend la vraie nature du Seigneur des Rêves mieux qu'elle ne le pense, et il insiste pour qu'elle prenne les blessés et s'échappe sans lui. Il dit que c'est le devoir d'un chevalier lourd d'attirer les ennemis dangereux loin des personnes qui ne peuvent pas se battre. Alors que Luchi et les blessés écoutent, ils entendent le monstre se rapprocher et deviennent encore plus effrayés. Une grande marionnette en forme de cylindre sort de l'ombre, une épée directement attachée à son bras, couverte de la tête à la lame de sang. Elma dit à Luchi qu'il va leur acheter assez de temps pour s'enfuir, et lui répète fermement de prendre le duo blessé et de sortir du donjon en sécurité. Les blessés le remercient silencieusement pour cette chance de survivre. Luchi vérifie les statistiques de cette créature, appelée Chevalier d'étain, et Elma note qu'elle semble déjà endommagée, ce qui signifie que les choses pourraient être encore pires qu'elles ne le paraissent. Luchi fait remarquer que même s'il est clairement puissant, il est déjà affaibli, et elle pense qu'ils devraient le combattre ensemble en équipe. Elma refuse fermement et lui dit de courir, expliquant que ce Chevalier d'étain n'est pas le Seigneur des Rêves lui-même, mais seulement un de ses sbires, et que le vrai Seigneur des Rêves arrivera bientôt. Luchi est horrifié de voir deux autres Chevaliers d'étain rejoindre le combat, chacun autour du niveau 40. Elle pense qu'il est impossible de gagner contre autant d'ennemis à la fois. Elma lui dit calmement qu'il la suivra dès qu'il lui aura acheté assez de temps pour s'éloigner en sécurité. Luchi argumente contre le fait de le laisser combattre seul, car il y a une réelle chance qu'il meure ici, et elle lui rappelle que c'est elle qui l'a convaincu de l'intégrer à son groupe au départ. Elma la rabroue brusquement et dit qu'il ne peut pas protéger un point mort tout en combattant tous ces chevaliers d'étain à la fois, et qu'elle ne ferait que le gêner si elle restait. Luchi est profondément blessée par ces paroles. Elle s'excuse timidement d'être un poids mort et lui dit de ne pas trop tarder à sortir du donjon lui-même. Alors qu'elle part enfin avec le duo blessé, Elma commence à réfléchir sérieusement à sa situation. Il sait que si Luchi était resté, ils auraient peut-être pu ensemble abattre tous les chevaliers d'étain, mais alors le Seigneur des Rêves les aurait attaqués tous les deux directement, et aucun d'eux n'aurait survécu. Il avait dit à Luchi qu'il attirerait tous les ennemis vers lui puis s'enfuirait ensuite, mais c'était un mensonge total. En tant que chevalier lourd, il n'a presque aucune vitesse. Il pourrait peut-être distancer les chevaliers d'étain à la longue, mais il n'y a tout simplement aucun moyen qu'il puisse distancer un Seigneur des Rêves qui peut utiliser des attaques magiques à distance. Elma se résout à vaincre le Seigneur des Rêves et tous ses sbires par lui-même. Peu après, le Seigneur des Rêves rattrape enfin ses sbires dans le couloir. Elma étudie attentivement ses statistiques et pense que ces chiffres sont étonnamment bas pour un monstre de niveau 50. Le vrai problème, cependant, est qu'il ne peut pas endommager son corps du tout, car sa défense de chair est incroyablement élevée. Seuls ses yeux peuvent être blessés, et les toucher nécessite des attaques à distance, pour lesquelles il n'est pas bien équipé. Elma raisonne que si un monstre a une faiblesse aussi claire, même un aventurier solitaire de bas niveau a une vraie chance de le battre. Il investit sans hésiter tous les points disponibles dans son arbre de compétences d'armure lourde. Le système annonce que sa compétence serment d'armure lourde a atteint le niveau 27, et qu'il a débloqué une toute nouvelle compétence appelée coup de bouclier. Il sourit en l'entendant. Il crie au Seigneur des Rêves, lui disant clairement qu'il ne fuira pas et qu'il lui fera face quoi qu'il arrive. L'un des chevaliers d'étain fonce sur Elma, et il utilise coup de bouclier pour l'envoyer violemment s'écraser contre un mur proche. Il est soulagé d'avoir enfin une compétence qui peut disperser ses ennemis ainsi. Un autre chevalier d'étain tente de le frapper sur le côté un instant plus tard, mais il part au moment exact et désarme l'arme proprement. Elma pense que le Seigneur des Rêves n'utilisera aucune de ces deux attaques magiques, Taille-Soie et Orage, tant que ses propres chevaliers d'étain seront encore aussi près de lui, car les attaques les toucheraient aussi. Cela signifie qu'il peut se concentrer en toute sécurité sur les chevaliers d'étain pour l'instant. Il bloque une attaque, puis se précipite sur un autre chevalier et effectue un glissement net avant de le désarmer également. Il calcule silencieusement que 47 secondes se sont écoulées depuis sa dernière utilisation de désarmement, ce qui signifie que le temps de recharge de la compétence est entièrement passé et qu'il peut l'utiliser de nouveau maintenant. Un chevalier d'étain fonce à nouveau sur lui,
et cette fois il utilise une compétence appelée réflexion rempart pour bloquer complètement l'attaque et renvoyer les dégâts sur l'assaillant. L'œil du Seigneur des Rêves se met soudainement à briller en vert, et il utilise une compétence appelée réparation pour restaurer tous les chevaliers d'étain à pleine puissance en une fois. Elma réalise avec effroi que les chevaliers d'étain continueront à revenir sans fin à moins qu'ils ne tuent le Seigneur des Rêves en premier, mais il remarque aussi quelque chose d'utile, le Seigneur des Rêves expose son œil à chaque fois qu'il utilise de la magie. Il lance une pierre magique de terre directement sur l'œil, et ses points de vie chutent instantanément à 32%. Il décide d'utiliser les chevaliers d'étain eux-mêmes comme bouclier vivant contre l'attaque taille-soie du Seigneur des Rêves, pensant qu'aussi longtemps qu'il ne fera pas d'erreur imprudente, il ne sera pas tué en un seul coup. Il essaie d'utiliser coup de bouclier sur l'un des chevaliers d'étain à nouveau, mais cette fois il s'arrête court et saute hors de portée avant que son bouclier ne puisse l'atteindre. Elma est vraiment choquée que le chevalier ait réussi à esquiver son attaque, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir, car deux autres chevaliers d'étain se rapprochent déjà par derrière. Il bloque une frappe et utilise une compétence appelée tranchant vita sur l'autre. Il commence à remarquer que les ennemis semblent apprendre les schémas de ses attaques au fur et à mesure que le combat progresse. Dans le jeu sur lequel ce monde est basé, les monstres n'étaient jamais capables de s'adapter ainsi aux compétences d'un joueur. Il se dit que ce genre d'apprentissage ne devrait pas être trop surprenant dans un monde réel, mais cela rend la défaite du Seigneur des Rêves bien plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Il doit encore lancer 3 pierres magiques sur son œil pour le tuer définitivement, mais les Seigneurs des Rêves guérissent très rapidement, et si ce combat traîne trop longtemps, il sait qu'il sera en grave difficulté. Il remarque que le Seigneur des Rêves charge une puissante attaque et pense que c'est un choix étrange, puisque le positionnement actuel de ses propres chevaliers d'étain signifie que l'attaque les touchera aussi, mais le Seigneur des Rêves semble ne pas s'en soucier du tout, et il utilise la compétence quand même sans hésitation. Elma réalise qu'il n'y a aucun moyen de l'esquiver à temps, alors il se prépare et essaie d'encaisser le coup de plein fouet. Il met tout ce qu'il lui reste dans sa défense, mais la force le repousse violemment en arrière, et sa vision commence à s'assombrir sur les bords. La douleur se répand dans tout son corps à la fois, et il est frappé par un effet d'étourdissement qui le bloque sur place. Il sait qu'être étourdi maintenant pourrait facilement être fatal, et il pense amèrement que sa chance a été mauvaise depuis le début. Alors qu'un des chevaliers d'étain lève son épée pour l'achever, Elma pense qu'il aurait dû dire à Luchi de rester avec lui après tout, quoi qu'il ait dit plus tôt. Mais juste au moment où la lame va s'abattre sur lui, Luchi apparaît soudainement de nulle part et le sauve d'une mort certaine. Elma est complètement abasourdie de la voir debout devant lui.